Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 17. L'objectif d'Horror News Interview est toujours le même, mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir l'auteur Patrick Sénécal. Alors salut Patrick et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation, très content. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Oui, alors, mon nom c'est Patrick Sénécal, je suis un écrivain de 56 ans déjà, j'habite au Québec, j'ai écrit une vingtaine de romans qui sont tous des romans noirs, donc ça va du thriller jusqu'au fantastique en passant par l'horreur, le roman policier, mais parfois avec un peu d'humour, mais c'est toujours des romans très noirs. Il y a eu 3 adaptations en film de mes romans au Québec. Il y a eu aussi une bande dessinée qui a été faite de mon roman Alice. Il y a une série télévisée que j'ai écrite. J'ai réalisé un épisode. Ma marque de commerce au Québec, disons, c'est un peu ça. C'est chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'horreur au Québec ou qui touche à des choses comme ça, souvent on fait appel à mes à mon expertise, entre guillemets, ou à mes lumières pour aller en parler. Alors voilà, c'est un peu ça. C'est là-dedans que j'œuvre. D'accord, la référence horrifique québécoise un petit peu. Ouais, on peut dire ça. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui peut être parfois un peu embêtant aussi parce que, bon, là je veux pas non plus cracher dans la soupe, c'est pas ça du tout l'idée, mais c'est ça, cette épithète-là de le maître de l'horreur là qu'on dit souvent au Québec de moi, puis là, je c'est pas ça pour me vanter, là, je dis ça pour bien qu'on comprenne bien un peu l'espèce de... alors, c'est très bien d'avoir beaucoup de succès, mais en même temps, on dirait qu'on me limite beaucoup à ça. Et j'ai l'impression que de me cantonner juste dans l'horreur, j'ai l'impression que ça peut donner l'impression à des gens que je n'écris que ça. Et je dis pas ça dans le sens que l'horreur, c'est pas intéressant, mais je pense que l'horreur, c'est surtout un moyen, c'est surtout un ton, c'est surtout une façon de dire des choses plus que... ça peut être un genre, oui, aussi, mais pour moi, ce qui m'intéresse de l'horreur, c'est ce qu'elle sert à donner comme ton, comme ambiance, et non pas de suivre les règles du genre de l'horreur. Alors, c'est pour ça que les gens qui, au Québec, me cantonnent justement dans Patrick Sénécal, écrivain d'horreur, je trouve que ça peut donner l'impression aux gens que j'écris uniquement des romans avec des tueurs masqués qui tuent des adolescents pendant des vacances d'été. Tu vois, là, si je vais dans les clichés de l'horreur. Tout à fait. Alors que j'espère, en tout cas, que ce que je fais dépasse ça, même si je suis très conscient que tous mes romans baignent dans un aura horrifique. Oui, ça, c'est assez clair, effectivement. Alors, au-delà des différents médias et des différents formats sur lesquels tu as pu travailler, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que tu te renouvelles en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau roman, tu pars sur quelque chose d'autre, en fait. On ne sait pas tellement où est-ce qu'on va te retrouver la fois d'après. C'est ça que je trouve intéressant. Merci, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire. Évidemment, on peut pas se renouveler à l'infini. Ça demeure des romans noirs, là. Je fais pas des romans d'amour, après ça, des romans de cap et d'épée. C'est pas ça l'idée, mais oui, j'essaye de prendre les gens par surprise. J'essaie de m'étonner moi-même parce que s'il y a un genre dans lequel c'est facile de se répéter, de pas se renouveler, c'est justement l'horreur. Il y a des codes tellement précis, tellement... qui peuvent être tellement emprisonnants. Ah oui, enfermant quelque part, ouais. Oui, c'est ça, exact. Alors, j'essaie, oui, de déjouer ces codes-là et d'étonner les gens, tout à fait. Mais merci de me le dire parce que c'est un peu ça l'intention. Moi, je trouve ça bien parce qu'effectivement, on est quand même dans un monde où maintenant on fait 58, on ramène des vieilles franchises et on passe en fait notre temps à essayer de rester sur une recette qui a fonctionné à un moment. Ouais. Qu'en fait, quelqu'un qui justement quelque part se met un peu en danger en allant chercher voilà, de la nouveauté et tu vois, une approche différente. Alors moi, pour tout te dire, j'ai regardé j'ai regardé beaucoup d'interviews que tu as faites pour préparer celle-ci, mais j'ai vu aussi des films. J'avais lu déjà des livres de toi. Moi, en l'occurrence, j'avais lu Oniria et Les 7 jours du Talion. Mm-hmm. Ah là déjà, le grand écart entre les deux, c'est... Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Oui, Oniria, c'est beaucoup plus un espèce d'hommage au film d'horreur de série B. C'est un peu, je me suis un peu amusé avec ces codes-là. Alors que Les 7 jours du Talion, c'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus une espèce de réflexion psychologique, matinée d'horreur, bien sûr, mais sur
l'utilité de la vengeance ou non, la non-utilité de la vengeance, tout ça dans un roman très, très dur, évidemment. Mais oui, on est dans deux ambiances totalement différentes qui vont ailleurs complètement. Ouais. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est ce que j'ai aimé aussi, et moi qui pensais, bizarrement, en lisant le la 4e de couverture, accroché, à fond sur Oniria et je savais pas trop comment aborder, les 7 jours du talion. Je me suis dit: «Ouais, c'est une histoire de vengeance, ça devrait, me plaire». Alors qu'Oniria, je me suis dit: «C'est bon, ça, c'est absolument, pour moi, je vois l'histoire, ça va aller». En fait, je me suis surpris à même préférer les 7 jours du talion, Ouais. tu vois, qu'Oniria. Ouais, ouais. C'était, la surprise quand j'ai lu les 2. Ben, tant mieux. Tant Et les mieux. 7 jours du talion vraiment, solide, solide. Je préfère les 7 jours du talion aussi. Je me suis bien amusé dans Oniria, mais Oniria, pour moi, ça demeure un tour de manège, là, un tour de montagne russe. Là. On va bien s'amuser, on va manger de la barbe à papa pendant 300 pages, mais je pense que les 7 jours du talion va plus loin. Puis de toute façon, j'ai besoin dans ma vie, j'ai remarqué dans ma carrière d'auteur que souvent, je passe d'un roman très sérieux à quelque chose de plus où je m'amuse, où j'ai pas besoin de me prouver à chaque roman que je vais montrer que je suis un romancier sérieux qui écrit des choses sérieuses. Et des fois, j'ai besoin de m'amuser en faisant un roman plus éclaté, plus qui s'amuse avec les codes, justement, qui en met plein la vue. Oniria, c'est un de ces genres de romans-là. Il y aura des morts, c'est un peu ça aussi. Malface, qui sont des romans où je vais plus m'amuser. Mmh. J'espère qu'ils sont bien foutus quand même, mais où là, j'ai moins la prétention de vouloir dire quelque chose d'important, mais que je veux donner un bon spectacle. Je pense que moi-même, comme spectateur de films, comme liseur de romans, j'ai besoin de cet équilibre-là aussi. J'ai besoin parfois de lire des romans très, très sérieux qui vont me faire réfléchir. Puis à un moment donné, j'ai envie d'un bon Big Mac et avoir du plaisir, tout simplement. Fait que cet équilibre-là que j'ai besoin comme consommateur, je pense que j'essaie de le faire aussi comme créateur. Alors c'est vrai que, moi je l'ai pris comme ça en tout cas, Oniria comme un divertissement, c'est-à-dire que je l'ai lu effectivement et ça se lit très bien, c'est voilà. Mais derrière, les 7 jours du talion, tu vois, je me suis surpris, ce qui est assez rare, à des moments de lecture à refermer le livre et à Mmh. réfléchir et à me dire: «OK, qu'est-ce que je ferais?» et Ben tu vois, oui, tu apportes justement des réflexions ben oui. et je trouve ça super intéressant. Oui, ça confronte le lecteur qui, au départ, est plutôt du côté du... Parce que, bon, c'est un père de famille qui veut venger la mort de sa fille en capturant l'assassin et en voulant se venger. C'est un sujet qu'on a vu 3 millions de fois. Mais à partir de ce sujet-là, je voulais montrer, oui, mais qu'est-ce qui arrive quand on se venge? Est-ce que c'est aussi simple que ce qu'on voit dans le cinéma américain, par exemple? Mmh. À mon avis, psychologiquement, c'est beaucoup plus complexe. Ça amène des réflexions beaucoup plus troublantes. Puis c'est un peu ça. Je voulais un peu confronter le lecteur à ces réflexions-là plutôt que juste le mettre face au plaisir très, très catharsique de dire oui, oui, casse-lui la gueule, Mmh. Côté un peu ouvre-lui un fun. œil. Bon, voilà, c'est ça. Je voulais Mmh. pousser cette idée-là un peu plus loin. Ça marche. Et alors c'est vrai que on le disait, tout à l'heure, tu évolues pas mal dans tout ce qui est, horreur, fantastique, noir. C'est quoi ton histoire avec ce genre, avec l'horreur, par exemple, avec le fantastique? Ben moi, c'est les premiers romans que j'ai lus, c'était ça. Moi, je suis quand même, je commence à vieillir et quand j'étais tout jeune, quand j'avais 8, 9, 10 ans dans ces eaux-là, au Québec, en tout cas, les romans pour jeunes, c'était pas très développé. En fait, c'était beaucoup des trucs européens qu'on avait. On a commencé à écrire des romans pour enfants au Québec début années 80. Avant, ce qu'on avait pour enfants, c'était bon le Club des Quatre ou la Bande des Cinq, je sais plus trop, et Bob Moran. Le Club des 5 dans la bibliothèque verte, tout à Voilà, fait. exactement. Il y avait Bob Moran. Bon, et tout ça m'ennuyait assez. En fait, j'aimais l'horreur, mais sans le savoir, parce que j'en avais jamais lu, mais j'avais pas encore trouvé mon roman. J'aimais l'acte de lire, mais je trouvais pas de livre qui me plaisait assez. J'avais essayé de lire le Bilbo le Hobbit. La fantasy, ça m'allumait pas trop non plus. Le futur l'a confirmé. Je suis pas un grand fan de fantasy, même si je respecte le genre et tout ça. Mais bon, Mmh. c'est pas quelque chose qui m'allume tant. Et à un moment donné, par hasard, je suis allé à la bibliothèque de ma ville, la bibliothèque publique, dans la section des adultes. Et là, je vais pas vous faire croire, tout le monde, que je suis tombé sur Flaubert et Victor Hugo à 10 ans. Je vais être, ah, voilà, ben, c'est pas ça du tout. En fait, la plupart des romans que je prenais me tombaient des mains. Je voyais bien que c'était des sujets qui me dépassaient complètement. Mais à un moment donné, par hasard, je suis tombé sur un livre qui s'appelait Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques de Jean Rey.
Genré, qui est un auteur belge d'horreur, qui est fantastique surtout, qui est connu, mais surtout des fans. Sinon, en dehors de ça, Genré, c'est obscur, là. D'ailleurs, il est mort depuis très longtemps. Je pense même en fait, il était déjà mort quand je l'ai découvert. Mais je voyais que c'était une couverture avec des fantômes qui sortaient de ruines, d'un château en ruines. Et là, j'ai compris, c'est un roman pour faire peur, ça. Mmh. Et moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je savais pas que ça existait des romans pour faire peur. Les films, oui, mais les livres, je pensais pas ça. Alors, je suis parti avec ça et j'ai lu, c'était des nouvelles. Et bien sûr, j'ai pas tout compris. J'avais 10 ans, 11 ans. J'ai pas tout compris, mais j'ai ressenti l'émotion que Ray voulait faire découvrir, c'est-à-dire la peur, le malaise. Et j'étais complètement subjugué par l'imaginaire de ça. Et je me rappelle très bien qu'après avoir lu 2 ou 3 nouvelles de ce livre-là, je faisais déjà des bandes dessinées pour le fun, là, pour le plaisir, chez moi, là, avec des talents de dessinateur très incertains. Mais je me suis dit, après avoir lu quelques histoires de Genré, j'ai fait, OK, je veux écrire des histoires comme ça. Et je me suis mis à écrire des histoires qui étaient des copies, hein, évidemment. À 10 ans, on copie ce qu'on lit sans s'en rendre compte. Et je me suis mis à copier des histoires de Genré. Et là, je me suis mis à lire tous les autres livres de chez Marabout. C'était la collection Marabout à l'époque. Alors, Thomas Owen, Claude Seignolle, Lovecraft, ça allait jusqu'à Edgar Allan Poe, bon, tout ça. Je me suis mis à lire tout ça. Et là, j'ai découvert que, OK, c'est ça que j'aime lire. C'est vraiment ça que j'aime lire. Et c'est ça que j'ai commencé à écrire. Et 1 an ou 2 plus tard, j'ai découvert Stephen King. Et là, ça a été une autre révélation parce que là, c'est l'horreur moderne que j'ai découverte parce que, bon, c'était plus de l'horreur classique dans ce que j'ai nommé tout à l'heure. Et là, ça a été Stephen King, après ça, Clive Barker, bon, etc., etc. Et je me suis mis rapidement à écrire ça. En fait, je ne lisais que ça jusqu'à ce que j'arrive au cégep. Le cégep au Québec, c'est l'équivalent de... C'est l'école pour les 17-19 ans, là. Donc, un peu après le lycée, pas l'université. Bon. D'accord. Et c'est là que j'ai étudié en lettres et c'est là que j'ai découvert d'autres auteurs. Évidemment que l'horreur et le fantastique, heureusement d'ailleurs. Mais je ne lisais que ça jusqu'à mes 18 ans, là. Et j'écrivais, j'arrêtais pas d'écrire là-dessus. Et c'était surtout de l'horreur que j'écrivais à ce moment-là, de l'horreur très, très, très assumée, là, avec des monstres, des démons. J'avais lu, Démonstratif. ouais, j'avais lu L'Exorciste de William Peter Blatty et là, je voyais le diable partout. Là, j'étais complètement... j'avais encore un certain fond religieux aussi qui me rendait mal à l'aise par rapport au diable. Alors, c'était assez rigolo. Mmh. Alors, c'est ça vient de là. C'est vraiment la lecture et le cinéma, évidemment, en même temps, mais j'ai découvert qu'en aimant lire ce genre de roman-là, j'avais envie d'écrire ça. Et donc, j'écris ça depuis que j'ai à peu près 11-12 ans. Évidemment, ça s'est raffiné parce qu'au départ, j'aimais l'horreur assez, comment dire, basic. Basique. Oui, voilà. Mais bon, j'ai découvert après ça des trucs beaucoup plus intéressants. Et en m'ouvrant à d'autres livres, à d'autres films, j'ai pu voir j'ai rejoint des trucs, des thèmes ensemble. Je me suis rendu compte que, bon, l'horreur peut exister autrement que dans Halloween, que dans Friday the 13th et tout ça, là. Alors, j'ai raffiné tout ça. Je te dirais même qu'aujourd'hui, je suis assez difficile. Il y a très peu de films d'horreur que j'aime parce que, justement, comme on disait tout à l'heure, il y en a tellement qui se contentent de répéter les mêmes codes, de répéter les mêmes thèmes. Alors, c'est très difficile d'en trouver des bons, mais quand on en trouve des bons, c'est fantastique parce que un bon film d'horreur réussit à toucher des choses tellement profondes que même si j'en vois pas beaucoup des bons, je persiste à en écouter parce que moi-même, comme créateur, ça me nourrit beaucoup de voir des bons films d'horreur, là. Il y a des choses qui peuvent être très nourrissantes pour un auteur là-dedans. Oui, bah, de temps en temps, effectivement, on trouve toujours une pépite. Oui, oui, oui. Puis des fois, pas dans le cinéma d'horreur conventionnel, hein. Des fois, dans des trucs plus champ gauche, qui vont un peu ailleurs, que tu fais, mon Dieu, c'est pas un film d'horreur, mais presque. Les thèmes que C'est ça... malaisant quand même, ouais. Oui, exactement, exactement. Et c'est là que tu vois que l'horreur, c'est beaucoup plus large que juste le stéréotype horreur qu'on donne au cinéma de genre habituel, là. Bien sûr. Alors du coup, on en parlait un petit peu de ton parcours. Tu disais, tu as commencé à écrire par toi-même assez tôt. Du coup, tu fais des études en littérature et derrière, tu te diriges vers un emploi de professeur, en fait. Oui, oui. C'est ça? Oui, parce que, bon, je disais, j'étais quand même pas... bon, oui, j'ai eu ma période, comment dire, prétentieuse, là, comme tous les jeunes, mettons, entre 15 et 17 ans, j'étais convaincu que j'étais un grand écrivain et que, voilà, et j'ai envoyé un premier manuscrit à 17 ans et j'ai été refusé, évidemment, parce que je n'avais pas travaillé, c'était un premier jet complètement grotesque.
Et là, ben, je me suis calmé les nerfs. Je me suis dit, bon, arrête, tu vas peut-être publier un jour, mais vas-y, prends-toi pas trop la tête, puis trouve-toi une job sérieuse. Faut que tu vives quand même. Alors, je me suis en allé vers l'enseignement, tout à fait. J'ai enseigné pendant quand même 94 à 2007, donc 13 ans. J'ai enseigné pendant 13 ans à temps plein. Et j'ai pu, en 2007, surtout grâce à mon roman Le Vide, qui a eu une espèce de... Il y a eu deux gros changements, je dirais, dans ma carrière. Il s'est passé deux événements importants. La sortie du film Sur le seuil en 2002, qui tout à coup m'a rendu connu, mais pas au point d'arrêter d'enseigner. Il fallait quand même que j'enseigne. Et en 2007, quand le roman Le Vide est sorti, il y a vraiment eu ce roman-là. Au Québec, on en a parlé partout. Je suis passé à la télévision. Ce roman-là a eu un gros, gros impact et a fait que j'ai pu vivre à temps plein de mon écriture depuis ce temps-là. Alors, jusqu'en 2007, j'enseignais à temps plein. Et franchement, je m'étais pas résigné, c'est pas le bon terme, mais je m'étais dit, ça va, je vais enseigner toute ma vie et je vais publier des romans de temps en temps. Après tout, c'est le sort de 80% des écrivains d'avoir un autre Tout à fait. travail en même temps. Et je me disais, ça va, je peux très bien vivre avec ça. Et finalement, ben, j'ai eu la chance de pouvoir quitter l'enseignement. Je m'ennuie de l'enseignement, je m'ennuie d'enseigner devant une classe, mais je m'ennuie pas de tout l'investissement que ça prend comme temps, comme travail, c'est-à-dire les corrections. C'est tout ça qui est dessus. Je ne sais pas en Europe comment ça fonctionne, mais ici, les profs ont tellement d'étudiants par classe qu'on en a des week-ends complets de correction. C'est complètement fou. Et ça, je ne m'ennuie pas de ça. Mais je m'ennuie d'être devant une classe, de parler de films ou de littérature avec des étudiants, leur apprendre des choses et eux aussi m'en apprennent, évidemment. C'est ça l'enseignement. C'est Bien sûr. faut qu'il y ait un échange. Je le retrouve un peu parce que je fais beaucoup de conférences dans les écoles. Ça, j'en fais quand même beaucoup. J'en fais pas mal. Alors ça, je peux retrouver ce plaisir-là. Mais oui, l'enseignement comme tel me manque. Mais je suis tellement chanceux de pouvoir vivre de mon écriture que ce serait bête de ma part de ne pas en profiter finalement. Oui, complètement, oui. Et tu penses que ton expérience de l'enseignement, justement, alors que ce soit littérature et cinéma, comme tu le disais, comment est-ce que ça impacte ton écriture, du coup? Comment est-ce que ça l'a impacté derrière? C'est une bonne question. Je ne sais pas si. Peut-être dans la rigueur, parce que, parce que je suis un gars qui n'est pas très rigoureux de nature. Je suis quelqu'un qui est assez éparpillé, qui n'est pas très organisé, qui est go with the flow, comme on dit. Tu me demandes où est-ce que tu te vois dans un an, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à ça, je ne veux pas répondre à ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis rigoureux à un endroit, je suis organisé à un moment, c'est quand j'écris. Quand j'écris, je suis très organisé. Je peux commencer plus tard que prévu, mais l'écriture elle-même, l'acte d'écriture est organisé. J'ai des plans qui sont précis, je sais où je m'en vais, j'ai une méthode de travail, j'ai une façon de me réviser. Je suis très rigoureux quand j'écris. Et peut-être que l'enseignement n'a pas eu le choix de me donner ça parce que, ben oui, tu peux enseigner sans être rigoureux. On a tous eu des profs pas rigoureux et on s'en rappelle malheureusement tous. Mais les profs qui sont solides, c'est les profs rigoureux, ça ne veut pas dire qu'ils sont chiants, ça ne veut pas dire qu'ils sont sévères. Ben, sévère, oui, ça peut être bon d'être sévère, mais être rigoureux, c'est pas être ennuyant, c'est savoir où tu t'en vas et être organisé. Et ça, ben, c'est toujours épatant de voir ça. Fait que j'avais pas le choix de m'organiser quand j'enseignais. J'avais une part d'improvisation toujours, mais je préparais mes cours, je préparais mes examens. En cette préparation-là, cette façon-là d'organiser un cours, j'imagine que ça peut avoir eu un impact sur ma façon d'écrire. Oui, sans doute. Puis l'enseignement, ben moi aussi, j'enseignais la littérature, alors j'ai lu j'ai étudié là-dedans, j'ai étudié en littérature pour pouvoir enseigner la littérature, donc j'ai lu et je lis encore des romans de toutes les époques, de tous les pays, moi je suis un grand fan du 19e siècle, je suis un fan des romans du 19e siècle, et je crois encore qu'un romancier sérieux devrait lire de tout comme un musicien, même un musicien qui fait du heavy metal devrait écouter toutes sortes de musique. C'est d'ailleurs ce que font les meilleurs. Je me rappelle qu'Eddie Van Halen, qui était un grand guitariste, disait qu'il avait suivi des cours de guitare classique puis qu'il écoute encore du classique. Et bon, c'est pas si étonnant qu'un artiste qui s'intéresse à son art veut s'ouvrir sur toutes sortes de choses parce que tu peux être influencé par tout. Tout peut t'influencer, justement. Alors, je pense que l'enseignement de la littérature m'a amené cette curiosité-là vers autre chose que juste Parce qu'évidemment, dans mes cours, je ne peux pas enseigner des
les romans d'horreur du 20e siècle. Là. C'était des cours plus, c'était plus académique et tout ça. Alors, ça m'obligeait à redécouvrir des classiques et aujourd'hui encore, même si j'enseigne plus, j'en lis souvent parce que ça m'apprend beaucoup, beaucoup de choses. OK. Alors c'est vrai que quand on s'était, rencontrés, on a discuté, un soir notamment de l'évolution un petit peu, du cinéma d'horreur et du cinéma d'horreur Oui. en général. Est-ce que tu as vu une évolution toi dans l'image un petit peu que les gens ont de l'horreur et du fantastique? Tu sais quand tu dis horreur, est-ce que tu as vu depuis tes débuts, une évolution dans le regard un petit peu du public? Ben, si on parle, je vais parler pour le Québec, mais au Québec, en tout cas, moi, quand j'ai commencé en 94, il n'y avait pas vraiment de romanciers et de films d'horreur au Québec. On lisait de l'américain, du Stephen King, et c'était vu comme du bon divertissement, mais sans plus. Bon, moi, j'ai commencé à écrire mes romans, puis je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de romans de ce genre-là quand j'ai commencé. Il y avait du policier, il y avait du polar, il y avait un petit peu de l'horreur, mais c'était très underground. Moi, j'ai amené ça de façon un peu plus mainstream, pas dès le début, mais avec le temps. Et tranquillement, parallèlement à ça, on s'est mis aussi, je sentais qu'au Québec, de plus en plus, il y a des journaux comme Le Devoir, par exemple, qui est un journal au Québec, qui est un journal très sérieux, très intellectuel, qui tout à coup s'est mis à faire des critiques de Stephen King, s'est mis à faire des critiques et y voir des trucs, finalement, il peut y avoir des regards sociaux intéressants dans Stephen King. Parallèlement à ça, à l'université, on s'est mis à enseigner, il y a des professeurs littéraires qui se sont mis à enseigner le cinéma d'horreur, la littérature fantastique, ce qui n'existait pas, moi, quand j'étais à l'université, en tout cas pas au Québec, comme je le dis. Mais il y a une quinzaine d'années, je suis allé dans un cours à l'université, dans un cours de cinéma d'horreur, parler justement du genre de façon intellectuelle et brillante. Donc, j'ai l'impression qu'on prend ça plus au sérieux. J'ai l'impression qu'on y accorde plus de crédit, qu'on se rend de plus en plus compte que il peut y avoir des vrais artistes derrière ça qui ont des choses à dire puis qui ont un regard intéressant. Je dis pas que c'est encore hyper respecté comme toute forme de littérature. Il y a encore des poches de résistance. On sent encore qu'il y a des gens qui regardent ça de haut et tout ça. Mais je sens qu'il y a plus d'ouverture qu'avant. Et en même temps, le genre a changé aussi. En fait, c'est étrange parce qu'il a changé, mais en même temps, le genre d'horreur est sûrement un des genres qui est dans lequel, parallèlement, qui a autant depuis quelques années d'évolution, puis en même temps d'immobilisme. Je veux dire, en même temps que tu as des films comme The Witch ou comme, je sais pas moi, Midsommar ou... It Follows? ouais, bon, tous ces films-là, comme ça, qui sont des films qui ont des plus artsy, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais Hereditary, bon, tout ça, autant qu'il y a cette espèce de bifurcation-là vers un cinéma d'horreur plus intellectuel, plus psychologique, plus métaphorique, même des fois un peu trop, là, on pourrait en reparler, mais des fois, c'est un peu agaçant. Mmh. Quoique quand c'est bon, en maudit. Alors, autant que cette façon-là de faire le cinéma d'horreur moins sanglant et prévisible, autant qu'on continue envers et contre tous à faire Halloween 32, Friday the 13th 45, Freddy 12, et ça marche autant, et les gens... Alors c'est curieux, ces deux lignes-là qui continuent à suivre, et parfois même, il y a des gens qui aiment les deux. Des fois, c'est deux types de fans différents, mais il y en a qui sont capables de se retrouver dans les deux. Moi, tu vois, je peux pas. Moi, je peux plus écouter Halloween et tout. Je ne peux plus écouter ça. C'est juste pas possible. Je vais m'emmerder de façon terrible, terrible, terrible. Mais ça marche encore. Il y a des gens dans l'horreur qui veulent retrouver leurs vieilles chaussettes, qui veulent retourner dans leur confort. C'est quand même assez paradoxal parce que pour moi, le genre le moins confortable, c'est l'horreur. Le genre qui devrait être le moins confortable de tous les genres, qui devrait toujours nous confronter à quelque chose, qui devrait toujours nous mettre la gueule dans quelque chose de désagréable et de nous dire, regardez, c'est pas cool, hein, mais c'est ça. Pour moi, c'est l'horreur qui peut faire ça. Alors, de vouloir être rassuré en regardant de l'horreur, il y a quelque chose d'anti-horreur là-dedans. Moi, je pense, je soupçonne les créateurs des Halloween 20, je soupçonne que tous les créateurs de ces franchises-là ne s'intéressent pas vraiment à l'horreur. Ils s'intéressent au succès que ça donne. Parce qu'il me semble que des vrais créateurs d'horreur, quel plaisir peut avoir un réalisateur d'horreur, un vrai, un sérieux, à vouloir faire Halloween 20? Comment peut-il dire sérieusement, j'ai une vraie vision d'artiste là-dessus?
J'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein? Voilà. Alors oui, ça change, mais en même temps, ça persiste. L'immobilisme et la progression en même temps. C'est assez curieux comme contradiction. Mais voilà. Ça marche. Alors pour, revenir un petit peu, tu l'as évoqué tout à l'heure à ton processus, créatif, parlons un peu d'inspiration. Où est-ce que tu puises ton inspiration toi de manière générale? Je sais pas. Je sais pas où je la puise. En fait, pour chacun de mes romans, je serais capable de dire exactement, non. Je serais capable de dire, grosso modo, quel a été l'élément déclencheur de ce roman-là. Tu sais, ah, tel roman, c'est 51-50 rue des Ormes. Mon premier roman, c'était un poster d'un film qui m'a donné une idée. Le passager, c'est quand je faisais l'autoroute pour aller travailler à Drummondville, je m'emmerdais dans ma voiture. J'ai vu un gars faire de l'autostop à un moment donné et j'ai fait, ah, Mmh. ça m'a donné une idée. Alors, je peux voir, mais c'est très circonstanciel. C'est Ouais. des choses circonstancielles qui arrivent et qui viennent me popper dans la tête, mais je n'ai pas une technique pour trouver des idées. Quand j'ai terminé un roman, là, je viens d'en terminer un, il me reste les petites corrections finales à apporter. Donc, d'ici 2 semaines à peu près, parce que je pense jamais à des romans d'avance, je pense jamais, jamais à mes prochains romans sans en avoir terminé un, Mmh. je vais me mettre en disponibilité d'idées, là. Et ça, il n'y a pas de technique, là. Je ne vais pas aller m'asseoir tous les matins dans mon salon en position du lotus tourné vers. Il y a pas de. Je marche dans la rue. La marche, je trouve beaucoup mes idées en marchant. Quand je Mmh. prends des longues promenades, on dirait qu'il se passe. Là, je me mets disponible à toute idée inspirée par n'importe quoi. Mais il n'y a pas une façon de faire. En tout cas, c'est rarement l'actualité. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est pas des faits divers, c'est pas. Non, c'est pas souvent la réalité qui m'inspire. C'est vraiment des trucs circonstanciels que je vais voir une scène qui va déclencher quelque chose ou des trucs de ce genre-là. Et une fois que tu as trouvé du coup, un filon, une idée comme ça, comment ça s'articule ton processus créatif? Ben, à ce moment-là, parce que des idées comme ça, je peux en trouver 2 par semaine. Mais je sais qu'elles ne font pas tout un roman. Hein. Alors, je laisse mijoter un peu dans ma tête. Et 95% des fois, ça s'en va. Ça s'en va au bout de 10 minutes. Des fois, ça reste une journée, puis ça s'en va. Mais des fois, ça fait une semaine, là. Ça fait une semaine que l'idée tourne. J'ai rien écrit encore, là. Je laisse juste tourner ça dans ma tête. Et non seulement au bout d'une semaine, ça tourne encore, mais il commence à avoir des ramifications là, qui se font. Là. Il commence à avoir Mmh. tu sais, comme des espèces de cellules qui se forment puis qui en forment d'autres, là, qui bloup, des petites cellules qui viennent se rattacher comme par des électrons. Là. Et là, je me dis, ah ben là, il se passe quelque chose. Là, si c'est encore là au bout d'une semaine puis que ça continue à me tourner dans la tête, c'est peut-être parce que ça vaut la peine d'essayer de mettre ça sur papier. Et là, ça tombe dans le processus du plan. Je me fais un plan. Il y a des plans qui m'ont pris une journée à faire, il y a des plans qui m'ont pris 2 semaines. Ça dépend vraiment jusqu'à quel point c'est complexe ou pas, ou quelle disponibilité mentale que j'ai. Et là, le plan, il est à la main, puis c'est plein de ratures, c'est plein de flèches, bon, c'est tout croche, c'est illisible. Moi, je suis pas inquiet. Si quelqu'un trouve un de mes plans à un moment donné, il ne pourra rien foutre avec ça parce que c'est illisible. C'est juste moi qui peux comprendre. Et là, je me fais un plan et un plan tout croche et éventuellement, je vais faire à partir de là un plan sur mon ordinateur qui là est plus structuré. En fait, je n'ai jamais écrit un roman sans faire de plan. Et je sais qu'il y a plein d'écrivains qui font pas de plan et je suis pas en train de dire que c'est moi qui ai raison. Tout le monde a sa façon d'écrire. Mais moi, d'écrire sans plan, ça serait l'angoisse totale. Ça serait terrible. Je serais, comme je te disais tout à l'heure, autant que dans la vraie vie, j'ai pas besoin de savoir où je m'en vais, autant que quand j'écris, c'est vraiment essentiel. Je ne peux pas commencer un roman sans savoir comment ça va finir. J'ai vraiment, vraiment besoin de savoir ça. Pour moi, c'est l'essentiel. Et là, je fais un jet, 2 jets, 3 jets, 4 jets, puis d'habitude, au quatrième jet, je l'envoie à 2 de mes amis lecteurs, je lis à ma blonde, comme on dit chez nous, ma copine, et Mmh. j'envoie mon éditeur. Là, j'attends les retours et je fais les derniers ajustements ensuite à ça. C'est la ligne répétitive que je fais depuis une vingtaine d'années, là. Une trentaine d'années, même, en fait. Ça passe, ça passe. Ça passe très vite. C'est fou, hein? Je viens de réaliser que ça va faire 30 ans cette année, en 2024, que j'ai publié mon premier roman. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est. Mmh. Il y a un anniversaire à fêter là. Ben, je sais pas. Je sais pas. Je constate surtout que je vieillis, mais bon,
On verra si on fera quelque chose avec ça. Peut-être plus à 34, 30, ouais, 30 ans. C'est un beau chiffre quand même, c'est pas si mal. Ouais, peut-être qu'on fera un petit quelque chose dans un salon du livre. On verra. Ça marche. Pour avoir lu, alors moi c'était, sur les 7 jours du Talion par exemple, c'est vrai qu'il y a des aspects, techniques, que ce soit au niveau, technologique, au niveau, de l'enquête, policière. Comment est-ce que tu étudies justement tous ces aspects, techniques pour les romans? J'imagine que c'est pas toujours évident justement d'aller chercher, l'information? Ben, c'est ça. Il y a certains de mes romans qui ne demandent pas de recherche du tout parce que, bon, tout est imaginaire, c'est pas des domaines, il n'y a rien qui demande. Mais il y a des romans qu'à un moment donné, je dois me résoudre à faire des recherches, ce que je n'aime jamais faire. J'aime pas ça, faire ça. Moi, j'aime l'imaginaire. Cela dit, à chaque fois que j'ai fait des recherches, j'ai toujours été super intéressé par ce que je découvrais. J'ai toujours trouvé ça fascinant. En fait, ce que j'aime pas, c'est de trouver les personnes pour faire les recherches. Ça m'emmerde. Mais une fois que j'ai pris rendez-vous avec la personne, et que je veux lui parler, ça, c'est toujours super intéressant. Comme ça, les 7 jours du Talion, bon, c'était tout. La recherche qu'il fallait que je fasse, c'était par rapport surtout alors comment appeler d'un endroit sans que ça paraisse que le coup de téléphone vient de là. Les cellulaires commençaient aussi. Alors, comment trouver quelqu'un avec un cellulaire? Aujourd'hui, on sait tous la triangulation avec les bornes, tout le monde sait ça. À l'époque, on ne savait pas ça, là. Alors, j'avais trouvé, j'enseignais dans ce temps-là et j'avais un collègue à mon école qui était professeur de technologie, justement. Il m'avait expliqué tout ça, les bornes, la triangulation. Et là, je me trouvais très, très intelligent d'expliquer tout ça dans mon roman. Alors, c'est drôle, hein, parce que quelqu'un qui lit ça aujourd'hui, il va dire, mais pourquoi il m'explique tout ça? C'est emmerdant. On sait comment ça fonctionne. Mais il faut se mettre à l'époque, parce qu'à Bien l'époque, sûr, bien sûr. fallait le savoir, c'est ça. J'ai fait des recherches aussi en médecine parce que mon personnage se fait torturer. Alors, comment torturer quelqu'un sans le tuer? Il a fallu que je m'informe quand même. Donc, ça dépend des romans. Mais comme je te dis, une fois que j'ai trouvé la personne, là, en général, ça devient intéressant parce que moi-même, j'apprends plein de trucs, tu sais. Mais ce que j'aime moins, c'est comme la première fois que j'ai écrit un vrai roman policier, ben, c'est-à-dire que dans lequel il y a une vraie enquête policière, c'est Fin, mon roman Fin. Et là, j'avais écrit un roman, Le Vide, des années auparavant, qui est un de mes gros succès, mais dans lequel l'enquête policière, honnêtement, aujourd'hui, j'ai tourné un peu les coins ronds. Je me rends compte que j'aurais dû faire plus de recherches que ça, là, parce que l'enquête policière dans Le Vide, elle est un peu... en tout cas, il y a des policiers qui lisent ça qui doivent un peu se marrer, là, qui doivent dire, ouf, il n'a pas fait trop de recherches. Alors, j'ai dit, je ne ferai pas la même chose. Là, je suis plus vieux, je vais être responsable et je vais faire des recherches sérieuses. Mais là, il fallait que je trouve un flic, je trouve un policier qui... Alors, tout ça m'a un peu emmerdé, mais j'ai trouvé un policier au Québec qui travaille pour la SQ, la Sûreté du Québec, qui est un grand fan de mes romans en plus. Alors lui, il était hyper content de m'aider. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que j'ai des questions sur la police, je l'appelle et on se parle. Et c'est le fun parce que là, on se connaît, puis quand on prend un verre, c'est agréable et tout ça. Alors là, j'ai ma source. Quand tu trouves une source, c'est le fun parce que tu la conserves. Et il me mettait face à des trucs. Il disait, bon, dans ton roman ici, Patrick, il lisait mon roman, puis il disait, bon, là, tu veux que je te dise tout ce qui ne fonctionne pas? Je dis, oui, tout. Bon, ben, il dit ça fonctionne pas. Il dit ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais cela dit, Patrick, c'est pas grave, hein, c'est des détails. On en voit plein de films que des trucs fonctionnent pas, puis on aime ça quand même, là, les policiers, là. Je dis, oui, mais là, maintenant que tu me l'as dit, ça m'emmerde. Maintenant que tu me l'as dit, ça me tourne dans la tête et je veux le régler. Et lui, il trouvait ça admirable que je veuille régler le plus possible tout, parce que c'est des défis créateurs après ça. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. OK, je vais rendre ça le plus... Bon, parfois, c'était des détails très, très, très faciles à arranger, mais il y a des choses qui me disent, ton policier, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas aller interroger quelqu'un tout seul. Parce que s'il interroge quelqu'un tout seul sans un autre collègue, ça ne peut pas être admis après ça pendant l'enquête. Il faut qu'il y ait au moins 2 enquêteurs. Mais moi, j'avais vraiment besoin qu'il soit seul, là. Vraiment, vraiment, vraiment besoin. Puis il m'a dit, c'est pas grave, laisse-le tout seul, Patrick, personne ne va s'en rendre compte, tout le monde s'en fout. Je dis, ouais, mais moi, je m'en fous pas, là. Alors, j'ai trouvé un moyen de... Donc, il me confronte à des défis. La recherche permet ça. La recherche permet de nous confronter à des défis comme créateurs qui sont intéressants à relever pour pas te faire prendre en défaut. Et j'ai eu des compliments hyper intéressants grâce à ça. Des gens qui sont venus me voir, ils ont dit, écoute, moi, je suis médecin, puis j'ai lu tel roman, puis... tu t'es vraiment informé, hein? Tu dis pas n'importe quoi, là. Dans les 7 jours du Talion, il y a une petite erreur. J'ai fait une petite erreur de médecine qu'on n'a pas fait dans le film après. Mais tu vois, je suis très déçu d'avoir fait cette erreur-là. Elle aurait été facile à régler si je l'avais su et je l'ai pas vu venir. Là, il y en a qui me disent, règle-la dans les prochaines éditions, arrange ça. Je dis non, il faut assumer. À l'époque, c'était ça. J'avais cette connaissance-là.
ça ruine pas le roman du tout, là. C'est un détail, là. Quand je dis ça aux gens, ils font: «Ah mon Dieu, c'est pas grave». Je dis: «Non, non, c'est pas grave». Mais maintenant que je le sais, Mais tu le sais, voilà. ça m'ennuie, c'est ça. Fait que j'essaye le moins possible que ces choses-là arrivent, d'où la recherche, même si parfois elle est un peu lourde. Je ne peux qu'imaginer. Il faut faire attention à la recherche, hein, parce qu'il y a des romanciers qui se spécialisent dans la recherche et ils se font un plaisir, une fierté de montrer dans leur roman qu'ils ont beaucoup, beaucoup fait de recherche. Et là, parfois, tu as des pages, tu as 10 pages en ligne d'un exposé scientifique sur quelque chose qui n'a plus aucun raccord avec le roman. Tu sais, on dirait une espèce de dépliant qui a été mis dans le roman sur telle recherche. Ça, à mon avis, c'est une grande erreur narrative. Ça, à mon avis, c'est un grand défaut de romancier. Il faut pas que ça paraisse que tu as fait de la recherche. Il faut que ça s'incruste dans l'histoire. Il faut que ça soit fluide. Si ça paraît trop que l'auteur veut montrer sa recherche, à mon avis, c'est une erreur. Mais bon, il y a beaucoup d'auteurs qui sont devenus riches en faisant ça. Alors, je pense qu'ils se foutent de mes conseils, là. Mais moi j'essaie de faire attention à ça. De ne pas tomber sur exposé scientifique ou je sais pas Mmh. quoi. Pas faire le technicien, quoi. Voilà, exactement, exactement. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, il y a eu, pas mal, d'adaptations, notamment en film. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est toi qui les as, scénarisées. Ouais. Qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences et est-ce que ça t'a donné, peut-être envie de passer à la réalisation, derrière? Ouais, ben, ça m'a donné comme expérience que clairement, si jamais on me donne le choix, le restant de mes jours, de n'écrire que des romans ou que des scénarios, je choisis sans l'ombre d'un doute les romans. Parce que c'est extrêmement, comment je dis, emmerdant d'écrire des scénarios. J'ai une relation amour-haine avec le cinéma, c'est-à-dire qu'on est toujours. Je me suis toujours posé la question quand une équipe de cinéma a terminé de faire un film, qui font des reportages, et tu vois l'équipe de cinéma après qui se dit c'est extraordinaire, on a fait un film génial. Ils ont l'air tellement heureux, ils ont l'air tellement contents, alors que quand un romancier a fini son roman, il va être beaucoup plus sobre quand il va en parler. Mais le cinéma, ils viennent fous, on dirait qu'ils viennent de faire un miracle. Et c'est après avoir fait des films que je me suis rendu compte, ben oui, ben c'est exactement ça. Ils ont réussi un miracle. Parce qu'il y a quelque chose qui relève du miracle à faire un film. Pas parce qu'on est intelligent, parce qu'il y a tellement d'embûches, il y a tellement de raisons que le film ne fonctionne pas, des raisons économiques, des raisons logistiques, des raisons de temps. C'est tellement possible que notre film foire, on dit foiré au Québec, mais comment dire, que le film cesse de fonctionner. Oui, mais foire en français aussi, oui, bien sûr. Je dis aussi, bon, alors voilà, Ouais, bien sûr. premièrement, est-ce qu'on va avoir le budget? Est-ce qu'on va avoir les subventions? Est-ce qu'on va avoir, on peut avoir les subventions et finalement le film ne se fait pas pour des raisons X. On n'a jamais le budget qu'on veut. Il faut toujours couper, il faut toujours faire des compromis. Toujours, 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 toujours. Il y a des moments que pendant le tournage du film, tu veux tout envoyer promener en disant film de merde, ça suffit, je fais mon esti de voyage, comme on dit chez nous. Et finalement, on finit par le faire quand même. Et là, on se dit, c'est incroyable qu'on l'ait fait, c'est quand même incroyable. Alors, c'est très laborieux pour en arriver à faire un film de 2 heures, alors que quand tu écris un roman, ben, tu es tout seul, tu fais tout, tu fais ta direction photo, tu fais tes personnages, tu fais ta réalisation, tu fais ton scénario, tu fais ta direction artistique. Alors, si le roman plante, c'est de ta faute, mais si le roman réussit, c'est grâce à toi. Et ça, ben, il y a quelque chose là-dedans de très satisfaisant et de très assumé. C'est tellement. J'ai aimé ça faire les trois films, écrire les 3 films, mais je n'adapterai plus de mes romans pour un autre réalisateur. C'est trop de travail, c'est trop de retourner dans tes anciennes écritures. Je veux plus faire ça. Je veux bien écrire pour le cinéma des scénarios originaux, ça, d'accord, mais refaire de mes romans à moi pour un autre réalisateur, ça, j'ai plus envie de faire ça. C'est trop difficile, c'est trop emmerdant. Mais si j'écrivais un scénario à partir de mes romans pour que moi je le réalise, et là ça vient à ta question de est-ce que j'aimerais réaliser un jour, j'ai réalisé quelques petits trucs, j'ai réalisé un épisode de ma série télévisée, un des épisodes, c'est moi qui l'ai réalisé. C'était quel épisode, sans indiscrétion? De Patrick Sénécal présente, c'était l'épisode des vieux couples. Ah, je l'ai pas vu celui-là. C'est ça, qui est un couple de vieux, voilà, c'est un huis clos avec 2 vieux. Très lent, c'est de l'horreur très D'ambiance? ambiance, ouais. C'est très, très lent, presque pas de dialogue, pas beaucoup de musique non plus. J'ai essayé de faire de l'horreur un peu plus artsy, justement, là. Je voulais pas tomber dans le sanglant et tout ça, mais assez terrifiant quand même, je pense, en tout cas. 1 ou 2 scènes que je pense qui sont pas mal, malgré notre budget au Québec complètement ridicule.
Puis on en fait très peu de l'horreur au Québec, là, à la télévision. Là. En fait, on n'en fait pas. Je pense que je suis le premier à en faire vraiment, à part quelques petits projets marginaux. Fait que réaliser moi-même un long métrage, oui, oui, je voudrais bien, même si je sens que je m'arracherais les cheveux sur la tête, c'est sûr. Mais ça serait, oui, dans ma checklist, comme on dit, là, dans ma to-do list, là, Mmh. réaliser un long métrage, check, je dirais pas non. Faudrait s'y mettre quand même, hein, parce que je vieillis, là, puis bon, on ne devient pas réalisateur à 65 ans. Alors, il faudrait que je m'y mette, mais je sais pas. Peut-être que ça se fera jamais, c'est pas plus mal non plus, là. Alors en tout cas, moi j'ai vu, j'ai réussi à voir, par, des amis, 4 épisodes de Patrick Sénécal, Présente Oui, et écoute, en tout cas moi j'ai trouvé ça, très bon. J'ai autant, trouvé ça effectivement efficace dans l'horreur que, pour certains épisodes, très drôles. oui, oui. Il y a de l'humour noir, Sans génie m'a beaucoup fait rire. c'est ça. C'est carrément humoristique, cet épisode-là. On voulait faire de l'horreur. Oh il est très bon celui-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire pour le Ben, coup. merci. Alors c'est vrai que tu le disais, tu as quand même beaucoup de romans à ton actif. Comment est-ce que tu fais pour te renouveler justement? Surtout que tu changes un petit peu de sphère, à chaque fois donc Ben, en général, je pense que j'ai tendance à rejeter la première conception que j'ai de mon roman, d'un nouveau roman. La première conception que j'ai, celle que j'ai le plus rapidement, je me dis, bon, si tu as pensé si vite, c'est peut-être parce que tu es dans tes pantoufles, là. C'est peut-être parce que tu es trop à l'aise, là. C'est trop facile, justement. Fait qu'essaye donc essaye de bifurquer et aller ailleurs que cette première impression-là que tu as eue. Parce que, justement, ce qu'on pense rapidement, c'est peut-être parce que c'est tellement nous que ça en est évident. Fait que j'essaye parfois Comme le roman que je viens de terminer, j'avais eu l'idée, puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu ne traites pas ça de manière humoristique? Pourquoi tu ne mets pas de l'humour noir là-dedans? Il me semble qu'il y aurait de la place pour ça. Alors qu'au début, je n'avais pas prévu ça du tout. Fait que tu vois, là, je me suis obligé à dire, envisage un ton qu'au départ, tu n'avais pas nécessairement pensé. Et finalement, je ne peux pas imaginer ce roman-là sur un autre ton que celui-là parce que grâce à l'humour, en fait, j'ai pu mettre des choses qui ne fonctionneraient pas si c'était un roman trop sérieux. Cela dit, c'est assez dramatique quand même. Là. Il y a des choses assez dramatiques qui se passent dans le roman, mais il y a quand même un ton une espèce de ton très satirique, très ironique, qui permet de caricaturer un peu mes personnages. Je caricature un peu tous les types qu'on voit aujourd'hui de personnages qui s'engueulent sur. Alors, tu as, le woke, la woke très, très exagérée, mais tu as le vieux réactionnaire aussi qui est complètement déconnecté. Tu as le noir gay paranoïaque qui a l'impression que tout le monde est homophobe et tout le monde est raciste vis-à-vis de lui. Alors, je m'amuse avec tous les types. L'immigrante qui veut trop aimer le Québec, là, qui est tellement contente d'être au Québec qu'elle en met trop. Là. Elle a toujours des t-shirts des groupes québécois, elle mange de la poutine, elle veut tellement dire à la culture d'accueil qu'elle l'aime qu'elle oublie sa propre culture. Alors, j'essaye un peu de caricaturer tout le monde, de tous les types qui existent, mais montrer que tous ces gens-là ont de l'humanité aussi, malgré tout ça, que tout le monde a une part d'humanité. Mais je pense que dans un roman sérieux, complètement sérieux, j'aurais pas pu aller dans ce type de caricature-là qui amène l'humour du livre. Je pense que les personnages auraient été trop grossiers. Alors, l'humour peut permettre ça. Puis il y a la narration aussi qui me permet de renouveler. Des fois, j'essaie des trucs au niveau narratif, plus qu'au niveau thématique. Comme ce roman-là, par exemple, le narrateur s'adresse au lecteur. Je m'adresse au lecteur et je lui rappelle toujours qu'il est en train de lire une histoire. Et que dans cette histoire-là, on en est maintenant au moment où, deuxième acte, c'est ici qu'intervient un passage qui est, soyez attentifs, on dirait toujours que je rappelle au monde qui lit une histoire pour leur dire comment une histoire fonctionne aussi et comment je joue mmh. avec leurs émotions, comment je les manipule. Fait que ça, je me suis beaucoup amusé avec ce type. Il faut être prudent avec ce type de narration-là, ça peut devenir agaçant, ça peut devenir à un moment donné, le lecteur peut avoir l'impression qu'il débarque toujours de l'histoire, mais j'essaie de doser ça. En tout cas, on verra, hein? Je n'ai pas encore de retour du public, mais ça, pour moi, c'était quelque chose de nouveau, là, ce type de narration-là. Fait que c'est ça, j'essaie d'aller, quand je me pose la question, est-ce que j'ai déjà raconté une histoire qui ressemble à ça? Si oui, comment la raconter autrement? Ou carrément, ben, pense à autre chose parce que ça serait tellement facile. J'en ai eu beaucoup d'idées de romans qui ressemblaient à d'autres romans que j'ai faits, vraiment beaucoup.
Dis-toi qu'à chacun de mes romans qui sort, j'ai eu au moins 3-4 autres idées de romans avant que j'ai rejeté parce que j'ai fait non, non, ça ressemble trop à ce que j'ai déjà fait, ça. Ça ressemble trop à ce que j'ai déjà fait, ça. Parce que c'est facile d'aller vers ce que tu as déjà fait. Là. J'ai eu beaucoup Bien sûr. d'idées de romans qui ressemblaient à 51-50 rue des Hommes ou Hell.com. J'en ai eu beaucoup, là. Et pourtant, plein de gens me demandent souvent est-ce que tu vas faire un roman comme Hell.com un jour? Parce qu'il y en a qui ont beaucoup aimé Hell.com. Mais j'ai pas envie de faire un roman comme Hell.com. J'ai pas envie de ça, justement. J'ai envie de faire Parce que tu as déjà fait L.com. Donc, déjà fait. Voilà, j'ai jamais fait de suite non plus. J'ai fait une série. Ça, c'est pas pareil. Une série, ça fait partie d'un ensemble. Mais faire une suite, là, faut pas dire jamais, hein, parce qu'on sait jamais, là. Mais après ma barre, ça m'intéresse pas de retourner dans une histoire, d'étirer la sauce. Faudrait que j'aie une idée vraiment, vraiment géniale, là. Puis ça, ben, c'est pas arrivé. ça marche. Alors c'est vrai que tu as travaillé sur, beaucoup de formats, de médias, que ce soit audio, film, série, BD, il y a eu de la fiction, audio, des web-séries, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que c'est un souhait personnel ou alors c'est, le hasard des propositions comme ça qu'on te fait, J'ai pas beaucoup de mérite parce qu'on m'approche presque toujours, en fait, pour ces trucs-là. Je suis pas quelqu'un qui va frapper aux portes beaucoup. Moi, je suis pas très proactif là-dedans. Moi, je suis bien chez nous à écrire mes histoires. Puis, si on veut de moi, ben, venez me demander. Je vais peut-être dire oui, mais le cinéma, on m'a approché. Les balados, on m'a approché. Le théâtre, là, ils font une pièce de théâtre sur Alice en ce moment au Québec. C'est pas mon idée du tout. C'est des gens qui m'ont approché pour ça. Être réalisateur, on m'a le proposé aussi. Alors non, c'est vraiment c'est des gens qui ont cru que ce genre de projet-là pourrait m'intéresser. C'est fantastique parce que je n'ai qu'à dire oui ou non. Puis des fois, je le regrette un peu d'avoir pas été plus proactif que ça de moi-même, mais je me dis, bon, si tu l'as pas été, c'est parce que tu ne ressentais pas le besoin. Il y a des choses que j'ai dit non, cela dit, je dis pas oui à tout. oui, c'est ce que je voulais te demander, ouais, comment tu fais le choix justement là-dedans? Parce que Ben, je me dis, je vois-tu, c'est drôle parce que j'ai un de mes amis que quand il propose un projet, un de mes amis est aussi écrivain, artiste qui fait beaucoup de choses, Tristan Demers, pour pas le nommer, il m'a déjà dit, quand on me propose quelque chose, je regarde 3 critères. Puis il faut qu'il y en ait 2 sur les 3 que la réponse est oui. Il dit, est-ce que ça me tente? Est-ce que c'est un défi? Et est-ce que c'est payant? S'il y en a 2 sur les 3 que la réponse est oui, il va le faire. Moi, je dirais, j'avais pas sa pensée, mais pour moi, il faut quand même est-ce que c'est un défi puis est-ce que ça me tente, il faut que ça soit là. Dans le sens que si c'est juste payant, en tout cas, boy, non. Parce que j'ai déjà essayé de faire un projet qui était uniquement payant, puis j'ai arrêté, je m'emmerdais. Je trouvais pas de motivation. Puis en bien fait, sûr. ma plus grosse question, c'est ça, maintenant. Ça m'a pris beaucoup de temps à être capable de répondre à cette question-là. Pourquoi je dis oui à un projet, pourquoi je dis non, puis bon. Parce qu'au début, tu dis oui à tout. Quand ça commence à être connu, toutes les propositions qu'on te fait, tu dis oui, parce que là, tu sens qu'on t'aime, puis tu veux profiter de cet amour-là, puis que tu dis, hey, pendant que ça part, je ne peux pas refuser ça, parce que peut-être qu'on ne me le proposera plus jamais. Alors, au début, quand tu es un jeune artiste dans la trentaine, tu dis oui à tout. Là, depuis plusieurs années, j'ai commencé à dire non à beaucoup de choses, et j'ai découvert c'est quoi, qu'est-ce qui va faire que je vais dire oui, c'est, ben, premièrement, je dis aux gens, laisse-moi y penser, et là, quand je suis chez moi, je me dis, bon, OK, mettons que tu as dit oui à ce projet-là. Ça veut dire que dès la semaine prochaine, le matin, tu vas te lever et tu vas travailler là-dessus. Pense-y, là. Est-ce que demain matin, ça te tenterait en te levant de travailler là-dessus? Est-ce que tu ferais oui, j'ai le goût de travailler là-dessus demain matin, ou ça fait faut que je fasse ça? Et c'est fou le nombre de fois que la réponse est oui, c'est vrai, faut que je fasse ça. Et ça, ben non, ça, je dis non à ça maintenant. Si en me levant le matin, j'ai pas envie, ben, il y a des matins, oui, mais je parle en général. Si tu n'as pas envie de travailler sur ce projet-là, si tu ne te vois pas travailler là-dessus pendant des semaines et des semaines, dis non. Parce que moi, je sais qu'il y a des artistes qui sont capables de faire ça, de travailler sur des projets qui les emmerdent. Ils le font uniquement pour l'alimentaire ou pour la reconnaissance que ça va leur donner. Mais moi, avec l'expérience que j'ai maintenant, je sais que ça ne marchera pas. Je sais que je ne peux pas faire ça si je ne suis pas motivé à faire ce projet-là, si je n'éprouve pas de plaisir de créateur à faire ça. Je vais m'emmerder, puis ça sera pas bon. Ça sera pas bon de toute façon. Alors, ça, maintenant, je suis capable de dire non. Puis j'ai dit non, par exemple, à des jeux vidéo. On m'a déjà dit, est-ce que tu as le goût de scénariser un jeu vidéo? J'ai dit non. Ça, j'aurais aucun plaisir à faire ça. En tout cas, en ce moment, je vois pas. Je connais pas ça.
Je connais pas ça, alors je vois pas. Ouais. Faudrait que je me mette à jouer à des jeux vidéo. Arc, non, ça, j'haïs ça. Il y a des trucs comme ça que, non, je vais dire. On m'a demandé, veux-tu écrire un roman avec quelqu'un d'autre? Tu sais, écrire un roman avec 2 personnes. Mmh mh. J'ai réfléchi, puis je me suis imaginé écrire un roman avec quelqu'un. Je me suis dit, non, ça marchera pas. À un moment donné, ça va. Je suis trop bien d'être seul dans ma bulle, justement, quand j'écris un roman. Cette bulle-là me plaît tellement. J'ai dit non à ça. Alors, il y a des choses maintenant que je suis capable de dire. On m'a demandé d'écrire une nouvelle érotique. J'ai dit oui parce que ça, je pouvais m'amuser avec ça. On m'a demandé d'écrire une histoire, lien père et fils. J'avais une anecdote avec mon fils à raconter. J'ai dit oui à ça. Mais on m'a demandé d'autres thèmes. On m'a demandé de faire un truc érotique une deuxième fois. J'ai dit non, je l'ai fait une fois, la deuxième fois, ça va m'emmerder. Alors, c'est ça. En vieillissant, je pense qu'on est capable de plus en plus de voir qu'est-ce qui nous emmerde et qu'est-ce qui nous emmerde pas. Qu'est-ce qui va nous procurer de la motivation et qu'est-ce qui nous en procurera pas. Parce qu'il y a beaucoup plus que quand j'avais 30 ans. Donc tu sais mieux ce que tu veux, mais surtout ce que tu ne veux pas. Oui, surtout ce que je ne veux pas. Exactement. Ouais. Mmh. Exactement. Alors j'ai une amie, Kat, qui, opère notamment, avec Gab sur le podcast québécois Ministère de l'horreur et qui me demande si tu penses qu'il y a une identité propre à l'horreur québécois? Oh, mon Dieu. Ouais, je me suis déjà posé la question. On s'est déjà posé la question. Je sais pas. J'ai bien essayé de réfléchir à ça, puis j'ai essayé de trouver une réponse très intelligente à donner à ça, mais à un moment donné, j'ai eu le goût de répondre l'horreur identitaire, parce que le Québec, on s'est longtemps cherché comme peuple, notre identité, le Québec qui est pris dans le Canada anglais, bon, tout ça. Euh, et là, on s'est trouvé comme peuple. Bon, mais est-ce que ça paraît vraiment dans notre horreur? Est-ce que je vois ça? Je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Peut-être un horreur plus. Le seul truc que je verrais peut-être un petit peu, c'est il y a quelque chose de peut-être plus fataliste, quelque chose de peut-être un peu plus pessimiste. La littérature québécoise, de façon générale, est assez pessimiste. Et ça, j'ai l'impression que ça vient de notre histoire, c'est-à-dire que le fait qu'on n'a jamais, qu'on est on a été conquis, qu'on n'a jamais eu notre indépendance, pourtant on a eu l'occasion 2 fois de le faire et on ne l'a pas fait, c'est bien tant pis pour nous autres. On est très contradictoire aussi, on est très schizophrène. Notre histoire est une suite de beaucoup de défaites. Beaucoup de défaites historiques dans le Québec. Et je dis pas ça parce que je veux montrer qu'on est loser, c'est l'histoire qui le démontre. C'est pas de ma faute, là. On a été colonisés, on a été conquis, on a été... Bon, voilà. Et j'ai l'impression que cette espèce de... Peut-être qu'il y a peut-être des traces de ce défaitisme-là, de ce pessimisme-là dans notre littérature. Mais il faudrait demander à un sociologue, il faudrait demander à... J'en ai pas assez lu même pour ça. Puis je suis même pas sûr qu'on a un corpus assez important en quantité pour être capable de dégager. Tu sais, ça fait quoi là au Québec qu'il y a vraiment une vraie littérature d'horreur au Québec? Ça fait 10 ans, à peine. Avant, c'était vraiment marginal, là. Là, on commence à avoir, oui, plus de livres d'horreur ou de trailers noirs, mais c'est c'est très récent. Même dans notre cinéma, avant, on faisait pas ça, puis on n'en fait pas encore beaucoup. Alors, je pense qu'il est un peu tôt pour essayer de voir s'il y a une tendance. En tout cas, moi, j'ai trop le nez dedans pour être être capable de faire une analyse si claire de ça. Oui, je comprends tout à fait. Avoir le recul. Je dirais notre langue, ça le dit. Mais ça, on peut dire ça de toutes les cultures. Alors, moi, j'ai de la misère à comprendre que des écrivains québécois qui publient des romans d'horreur ou de fantastique, ou des romans tout court, en fait, qui se passent au Québec et que c'est écrit en français international ou en français. Ça, j'ai pas beaucoup de pardon pour ça. Je comprends pas. Comment tu veux ne pas voir la trace d'un peuple si tu reconnais pas sa langue? Et les Québécois, Dieu sait qu'on a une langue qui est très à nous, là. Notre façon de parler, elle est très particulière, là. Pas juste notre accent, mais nos mots, notre lexique, bon, tout ça. Alors, il faut que ça paraisse. Il ne faut pas non plus écrire comme on parle, c'est pas ça que je dis. Et je comprends qu'il y a des personnages, il faut qu'il y ait différents niveaux de dialogue selon le personnage.
Mais je lis encore des romans québécois où tout le monde parle comme tes professeurs d'université. Ça fonctionne pas, là. C'est pas vrai, ça. Ça n'existe pas au Québec, ça. Et ça, je trouve ça un peu... Et dans l'horreur, encore plus, le dialogue québécois peut être tellement méchant, peut être tellement ras, Incisif. tellement trash que pour utiliser-le quand il se passe des scènes terribles, ça marche très bien avec l'horreur, je trouve, ce type de langage-là. Ouais, ça casse l'immersion. C'est vrai que si tu places l'histoire, dans le cadre, géographique, tu cites le nom voilà, de la région, de la ville, Ben oui. mais que derrière, ça correspond pas. Effectivement, le parler correspond pas, ça te casse le truc, oui, Oui, effectivement. puis il y a encore des romans au Québec qui s'écrivent comme ça. De moins en moins, de plus en plus, on assume notre langue, mais il y a encore des exceptions qui m'échappent. Ouais. Peut-être, parce que les gens se projettent et qu'ils vont déjà aller sur des marchés, internationaux, Oui, je pense qu'il y a des gens qui pensent un peu trop comme ça tu as tout à fait raison. Mais ça, c'est à mon avis une très mauvaise idée, mais voilà, ça les regarde. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je sais que ça te tient à cœur et qu'est-ce que tu penses de la production d'œuvres de genre au Québec? Ben, c'est-à-dire qu'on commence à en faire, c'est ça. Alors, c'est de plus en plus, et ça revient un peu à une des premières questions que tu m'as posées, est-ce que ça a changé au Québec? Alors, tu vois, maintenant, on parle de films d'horreur dans les médias québécois, même Le Devoir, le journal que je te parlais tout à l'heure. Je me rappelle la première fois qu'ils ont critiqué un de mes romans, je me suis dit, oh là, je suis devenu un vrai auteur. Le Devoir parle d'un roman de Patrick Sénécal, même si c'est un roman noir ou d'horreur. Donc, il y a une ouverture à ça. Il y a une ouverture à en parler, à en écouter, à l'enseigner, mais à en produire, pas beaucoup. En littérature, oui. Il y a de plus en plus maintenant, je pense qu'à peu près toutes les maisons d'édition au Québec maintenant, non, pas toutes, c'est pas vrai, mais beaucoup de maisons d'édition au Québec maintenant n'auront plus aucun problème à publier un bon roman de genre. Ça c'est clair. Il y en a même qui ont leur collection maintenant. Mmh. Alors qu'il y a 15 ans, c'était pas évident. Là. Il y a 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition qui acceptaient de publier de l'horreur. Moi, quand j'ai publié mon premier roman il y a 20 ans, il fallait la trouver, la maison d'édition qui acceptait ça. Aujourd'hui, j'aurais aucune difficulté, là, vraiment pas. Alors, donc, il y a une ouverture en littérature par rapport à ça. Pour ce qui est de la production de cinéma ou de télé, c'est pas gagné parce qu'on a encore beaucoup peur. On dit encore, ouais, mais faut que ça soit convivial. L'horreur, ça peut rebuter des gens. Comme si le but de l'horreur, c'était de faire l'unanimité. Et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ah, comme on dit, des fois, c'est si tu veux faire plaisir à tout le monde, tu fais plaisir à personne, en fait. Exactement, exactement. Puis l'horreur, la littérature noire, le film noir, c'est un exemple de ça. Tu peux pas, par définition, plaire à tout le monde avec ça. C'est juste pas possible. Alors donc, il y a encore de l'hésitation. Tu sais, la série télé qu'on a faite, Patrick Sénécal présente, il était bien fier de dire hey, enfin, on produit une première série télévisée d'horreur au Québec, grand public. Mais les budgets n'étaient pas là. Puis après un an, ils ont arrêté parce qu'ils se rendaient compte que ça ne rejoignait pas autant de gens qu'ils l'auraient voulu, comme si ça allait rejoindre autant de gens que les séries traditionnelles. Non. Puis en plus, c'était sur une plateforme qu'aucun jeune en bas de 30 ans au Québec s'intéresse à cette plateforme-là. Club illico, ouais. Ouais, exactement. Illico, je veux dire, on parle de Illico à mes enfants, ils savent même pas c'est quoi, là. C'est bon. Alors, ils voulaient rejoindre des jeunes avec une plateforme qui ne l'est pas. C'est un peu contradictoire. Bon, en tout cas, la qualité de la série, moi, j'ai trouvé ça, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, mais j'ai trouvé ça super, hein. Ben oui, ben t'es gentil parce qu'on a fait des miracles, hein, parce qu'avec le budget qu'on avait, c'est incroyable qu'on ait pu faire quelque chose qui à l'écran paraît plutôt bien quand même. Mais moi, écrire ça, moi, je savais en écrivant ça là, qu'il fallait que il fallait que je pense constamment que je peux pas écrire ça, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, c'est chiant à Le écrire. budget, le budget. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de huis clos, hein, tu as remarqué, il y a beaucoup d'épisodes que c'est des huis clos. Parce que justement, pas tous, mais quelques-uns. En fait, les premiers épisodes, c'est moins des huis clos, mais là, on avait de moins en moins d'argent. Fait que les derniers épisodes sont plus. C'est plus des huis clos pour que ça coûte moins cher. Alors, oui, on en produit plus qu'avant, on en fait plus qu'avant, on s'ouvre à ça, mais il y a encore des réticences à ça. Il y a encore on hésite encore. Et je trouve qu'on est rattrapé par l'international en ce moment. Côté télévision, on est en train de se faire complètement rattraper. Et nos jeunes, en ce moment, de 25 ans, dans 10-15 ans, ils n'écouteront pas la télévision québécoise. Là. C'est pas vrai. Là. Si elle ne change pas, ils vont continuer à écouter Netflix et écouter des trucs comme ça. Là. Ils sont pas fous. Là. Si t'aimes le genre, oui. C'est ça. En littérature, ça va bien. C'est-à-dire qu'il y a de l'ouverture. Quelqu'un qui veut écrire un bon roman d'horreur au Québec, il va publier. Là. Il va trouver ses maisons d'édition.
Et il y a de plus en plus de... Je peux plus maintenant dire que je suis un des seuls à faire ça au Québec. Là, ce n'est plus vrai depuis plusieurs années. Et c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Puis j'ai des jeunes auteurs qui viennent me voir et qui me disent c'est toi qui m'as donné le goût d'écrire de l'horreur parce que quand j'avais 15 ans, je disais ça c'est fantastique, ça c'est formidable. Puis il y en a qui me disent ben t'as pas peur de la compétition ben non, non, non. C'est plus qu'il y a d'écrivains qui vont faire des bons livres d'horreur, plus que c'est bon pour le genre, plus que c'est une Bien bonne sûr. nouvelle. Et puis moi, je ne resterai pas là, bon, en ce moment, j'étais un peu comment dire, là, je vais rester modeste en disant ça, mais j'étais un peu comme la tête de proue de ce genre-là au Québec. Là. J'étais un peu Bien la sûr. référence. Mais je sais que ça ne sera pas moi toujours. Là. Je sais qu'il y a un jeune à un moment donné qui va venir prendre ma place puis qui va me. Et c'est parfait. C'est dans la logique. L'ordre des choses. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est toujours passé comme ça. Stephen King, c'est plus le plus hot non plus au monde dans l'horreur. Là. Il le sait, il en fait des blagues. Il va encore très, très, très bien. Il est encore très confortable. Je ne m'inquiète pas pour lui. Mais il y a des jeunes derrière lui qui sont en train de galoper, là, puis de lui souffler dans la nuque. Là, puis, et c'est parfait parce qu'on vieillit, puis il faut qu'il y ait de la relève. Puis moi, je trouve que tout ça est une bonne nouvelle. Il ne manque plus maintenant au Québec qu'à faire notre propre festival de littérature de genre. Le jour qu'on fera ça, ce sera la preuve qu'on est vraiment en bonne santé. Il y a eu quelques essais qui ont marché à moitié, mais à chaque fois, ça marche un peu plus. Moi, je pense qu'on va y arriver parce qu'il y a vraiment maintenant de plus en plus d'auteurs. Juste dans les salons du livre, on s'en rend compte. On se connaît de plus en plus, on se parle de plus en plus. Alors, voilà. Bon, mais écoute, s'il y a quelqu'un qui veut se dévouer et lancer cette organisation, voilà, le message est passé. Oui, ben c'est ça. Il faut des organisateurs. Ça, c'est notre histoire. Et c'est vrai qu'on en parlait pour les productions de genre. Est-ce que toi, tu aurais des idées justement pour essayer du coup, d'intéresser les jeunes? Parce que tu disais que c'était un peu le nerf de la guerre. Là, l'idée, c'est d'essayer de rajeunir un petit peu la proposition et d'intéresser les jeunes. Ben oui, ben c'est. Il faudrait faire plus de films comme ça. Il faudrait faire. Puis je sais qu'il y en a qui font des demandes de films, qui proposent des scénarios puis qui sont refusés parce que on analyse ces films-là avec les mêmes grilles d'analyse qu'on analyse du cinéma d'auteur ou du drame psychologique, alors que c'est autre chose, ça fait appel à autre chose. Et je trouve que les gens qui prennent des décisions sur ces films-là, c'est des gens qui connaissent pas souvent le genre. Et en plus, c'est souvent pris uniquement sur le scénario, alors qu'on sait qu'un bon film d'horreur, ça prend aussi il y a toute une réalisation, c'est une œuvre entière, un bon film d'horreur. C'est un bon scénario, mais que c'est réalisé de façon merdique, ça ne fonctionnera pas. Même chose si c'est très, très beau visuellement, mais que le scénario ne tient pas debout. Je trouve qu'on manque, parce qu'on ne connaît pas ça, parce que les décideurs au Québec des subventions pour les films ne connaissent pas, ne savent pas c'est quoi le genre, et ils ne sont pas capables d'envisager ça de manière globale. Alors moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est accepter de faire plus d'essais-erreurs, quitte à ce que le film se plante, quitte à ce que ça ne fonctionne pas. Mais bon, au moins, essayons un peu plus. Puis les essais qu'on a faits, tu sais, comme Sur le Seuil, mon premier film en 2002, qui était vraiment du fantastique horrifique, là. C'est le film un des films qui a eu le plus de succès dans l'année au Québec. Il me semble que ça aurait dû lancer un message, ça, tu sais. Bon, on a fait 2 autres après qui ont eu du succès aussi, mais il y avait moins de publicité, ça a été plus difficile, on n'a pas eu les subventions qu'on voulait, malgré le succès de Sur le Seuil, là. On dirait toujours qu'il faut recommencer à zéro quand on veut convaincre les gens de faire un film d'horreur. On dirait toujours qu'on rencontre un mur qui fait Ah, ouais, mais on veut-tu toucher à ça? C'est de l'argent public, hein? Faut faire attention. Au Québec, on aime le consensus. On aime le consensus beaucoup trop. Puis le genre d'horreur, ça peut pas faire consensus. Et ça, malheureusement, non, c'est. On n'en fait pas beaucoup à cause de ça. Alors moi, je pense qu'il faudrait, si on veut que les jeunes se mettent à écouter leur télévision ou leurs films, faisons plus de films de genre, parce que ils iront pas voir le cinéma d'auteur là, fait par quelqu'un qui fait des films à la Godard ou des trucs de même. Ils iront pas voir ça, là, à part. Puis j'en veux des films comme ça, là. J'en aime des films comme ça. Mais il faut qu'il y ait de tout. Puis là, il n'y a pas de tout. Il y a soit de la grosse comédie au Québec ou du film d'auteur. Il n'y a pas beaucoup entre les deux. Plus qu'avant, là, je ne veux pas être injuste. Mais la zone de genre n'est pas encore assez explorée à mon goût. Elle n'est pas encore assez. On ne prend pas assez de risques. Il faut prendre plus de risques, en fait. C'est ça l'idée. C'est faut prendre plus de risques. Et oui, il faut accepter effectivement de prendre le risque pour gagner derrière. Ben oui. C'est comme au casino, hein, si tu mises pas, tu peux pas gagner. Hein, ça, y a pas de... Exactement, c'est ça. Ça marche. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture?
Moi, les donneurs de conseils, me suis toujours méfié de ça, mais parce que les conseils qu'on donne, c'est les conseils qui marchent pour nous. Alors, et s'il y a une chose que j'ai appris dans l'écriture, c'est qu'il n'y a pas de on peut tellement être différent, les auteurs, de notre manière d'écrire, de concevoir une histoire, de, tu sais, les règles. Là. Tu sais, en ce moment, sur Internet, il y a beaucoup de masterclass là, que tu peux avoir là, sur comment écrire une histoire. Ils font tout ça. Là. Puis je sais pas, Mmh. t'es qui, toi, pour expliquer au monde comment écrire une histoire? Pour avoir la prétention de dire, je vais vous raconter comment faire une bonne histoire. Voyons donc. Si ça s'apprenait ça, tout le monde le ferait, là. Tout le monde écrirait des succès, là. Si c'était si simple. Évidemment qu'on peut donner des trucs de base, faire des personnages solides, soit conséquents, soit cohérents, mets-toi à la place des personnages, tu sais, des trucs de base qu'on peut Mmh. donner en 10 minutes, là. Mais en fait, les conseils, c'est pas des conseils comment écrire une histoire. Moi, le conseil que je donnerais, c'est sois très, très, très humble. Sois très, très, très humble vis-à-vis de ce que tu fais parce que tu n'inventeras rien. Tout a été fait. Tout a été fait. Ce que tu peux faire, c'est à ta manière, en amenant ta griffe, ta modeste de griffe à quelque chose. Mais si Mmh. tu commences une histoire en disant jamais personne n'a raconté ça, ça commence pas bien. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas été fait. Mais fais-le le mieux que tu peux. Mais arrive pas là avec la prétention d'inventer quelque chose. Ça, je trouve que c'est trop. J'ai trouvé ça chez des étudiants. Fait que sois très modeste. Puis l'autre conseil, bien niaiseux, c'est remets-toi en question, travaille, retravaille ce que tu fais, crois pas au premier jet, crois pas que ce que tu fais du premier coup, c'est très, très, très bon. Accepte qu'on te lise, accepte qu'on te donne des conseils, accepte. Après ça, aie la confiance en toi pour savoir qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu n'écoutes pas. Mais aie l'ouverture d'accepter que des gens te disent ça marche, ça marche pas. C'est bête comme conseil, mais j'ai rencontré tellement de gens dans ce milieu-là qui sont complètement fermés à toute critique, des gens qui sont convaincus que ce qu'ils font est bon. J'ai même été engagé des fois, des contrats que j'accepte des fois de lire des scénarios puis de les critiquer, là, de faire une lecture critique. Il y en a qui sont très ouverts, mais j'en ai fait avec des gens que clairement, mes critiques, ils les acceptaient pas. Là. J'avais le goût de leur dire, mais tu m'as payé pourquoi? Pour que je te dise juste que t'es beau, t'es fin, t'es C'est ça. extraordinaire, ce que tu fais est génial. C'est ça que tu veux, paye pas pour ça. Demande à tes amis, ils vont te le dire. Alors, je trouve que des fois, dans ce milieu-là, il y a un manque d'ouverture par rapport à. Et ça veut pas dire devenir une pute puis accepter tout ce qu'on te dit, là. C'est pas ça l'idée, là. Mais c'est juste d'avoir l'ouverture et la modestie de dire ils ont peut-être raison. Peut-être que ça, je peux retravailler ça. Peut-être que ça, c'est pas clair. Peut-être que. Tu sais, moi, les 4 personnes qui lisent mes manuscrits, quand les 4, sans se consulter, disent la même chose sur une scène, ou Mmh. sur un. Je fais. Mais là, est-ce que je vais jouer à mon artiste Incompris. maudit qui fait vous n'avez rien compris de mon œuvre, taisez-vous, malheureux. Je me dis, ben, ils ont peut-être raison. Ces 4 personnes-là, je leur fais confiance depuis 10 ans, 15 ans. Ça veut dire quelque chose quand même. Fait que voilà. Moi, c'est ça le conseil. C'est sois modeste, travaille, sois ouvert aux commentaires. Euh, c'est ça. C'est bête de même. Mais des conseils techniques, des conseils non, parce que il n'y a pas de. Tu sais, pendant longtemps, au cinéma, on disait au cinéma, si tu fais du monde qui parle, qui font juste parler pendant 10-15 minutes, c'est trop long. C'est trop long. Ça passe pas ça. Tu peux pas faire ça. Mmh. Au cinéma. Et là, après ça, il y a eu un film qui s'appelle. Un film d'horreur en plus, qui s'appelle Le silence des agneaux. Que l'essentiel du film, c'est un gars et une fille qui se parlent à travers une vitre. Qu'est-ce que tu en fais de cette règle-là? Qu'est-ce que tu fais de la règle que non, 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 tu peux pas avoir 2 personnes qui se parlent comme ça dans un film d'horreur en plus? Non, non. Crime, c'est rien que ça. Puis les scènes les plus terrifiantes du film, c'est quand ils se parlent, justement. Alors, il n'y en a pas de règles. Il n'y en a pas de règles. Toutes les règles sont faites pour être transgressées si c'est bon, si ça fonctionne. Alors, moi, donner des règles, non. Des conseils de base, comme je viens de faire, je ne m'avancerai pas plus que ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait dire d'autres règles à ma place qui seraient complètement différentes et qui auraient autant raison. Et alors justement, bah, on rejoint un petit peu, la question d'après, c'est si tu avais, l'occasion de te croiser toi-même, à l'âge de 17 ans, 20 ans, est-ce que tu aurais un message, à te donner?
À 17 ans, ben, comme je l'ai parlé un peu tantôt, à 17 ans, si je me croisais, je me dirais: «Sois modeste», parce que je ne l'étais pas du tout. À 17 ans, j'étais convaincu justement que j'étais un grand écrivain déjà, puis que bon, est-ce que ça aurait changé des choses? Bah, j'aurais peut-être publié un premier roman un peu plus jeune, mais en même temps, il a peut-être fallu que je sois très, très prétentieux pour apprendre à être modeste, justement, parce que je ne suis pas faisant dire sois modeste qu'on le devient. Mais oui, à 17 ans, je me serais dit à moi-même, sois modeste, travaille, parce que j'ai commencé à faire plus qu'un jet de mes romans, plus vers 21, 22 ans. Là. Avant ça, c'était tout du premier jet. À D'accord. 17 ans, je me serais peut-être dit, retravaille tes textes. Commence à retravailler ça tout de suite. Là. Tu vas sauver du temps, tu vas trouver une technique d'écriture plus intéressante. Voilà. C'est le conseil que je me serais donné. Sois modeste, jeune homme, mais oublie pas que tu es juste un écrivain. Tu ne sauves pas des vies, tu n'es pas médecin sans frontières, tu n'as pas inventé la pénicilline. Tu écris des histoires. Fait que, sois modeste. Alors, on attaque la section un petit peu des recommandations. Est-ce que tu aurais des livres, pour toi qu'il faut lire absolument? Ben, en tout cas, moi, dans le domaine de, mettons, du trailer de l'horreur, pour moi, le livre le plus terrifiant que j'ai lu dans ma vie, je pense que jusqu'à ce jour, c'est encore Pet Sematary de Stephen King. Ce roman-là, je le trouve terrifiant. Je trouve qu'il touche à des zones. Puis en plus, je l'ai lu, j'avais même pas d'enfant. Puis j'ai trouvé ça terrifiant. J'imagine que si j'avais lu ça en étant père, ça aurait été épouvantable. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le relise avec cette sensibilité-là. Quoique là, maintenant, chez ce qui se passe, c'est moins étonnant. Mais j'imagine, et ne vous fiez pas aux films qui ont été faits dessus, c'est pas, ça fonctionne pas du tout. Quand tu as lu le roman, tu peux pas, non, ça peut pas marcher, c'est pas aussi bien. Mais alors ça, c'est sans doute le livre le plus terrifiant que j'ai lu. Dans les romans plus policiers, plus noirs, plus thriller noir, moi, je pense que Mystic River demeure encore une grande, grande, grande référence. Je suis jaloux de ce roman-là. C'est un roman que j'aurais aimé écrire, mais je n'ai pas le talent d'écrire ça. Parce que c'est très rare que je suis jaloux de romans d'horreur ou de romans policiers, parce qu'il y a toujours une petite voix dans moi qui dit « Ah, très habile, très, très bon, mais j'aurais pu écrire quelque chose qui ressemble à ça. » Tu Mmh. sais, avec l'imaginaire que j'ai. Mais là, Mystic River fait non, non, non. Il y a un humanisme là-dedans, il y a une observation de l'âme humaine que je pense que je n'ai pas la subtilité qu'il y a dans ce roman-là. Je m'incline devant ça. Mais les romans que j'admire le plus, comme je disais, c'est des romans que je ne pourrais pas avoir écrits. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour des romans qui ne sont pas des romans de genre du tout, du tout. J'ai une grande admiration pour Romain Gary. Je ne comprends pas comment il arrive à écrire des trucs comme ça. J'ai lu 100 ans de solitude. C'est quand même c'est pas du fantastique, là, mais c'est du réalisme magique. 100 ans de solitude, je comprends pas comment un auteur peut écrire un truc comme ça. Je comprends pas. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement génial. Je lis ça, puis j'ai fait. Quand tu lis des romans comme ça, tu ne veux plus écrire pendant 2 semaines, 3 semaines après, parce que tu fais à quoi bon? Qui es-tu, pauvre petit, pour vouloir écrire un truc comme ça après? Mais bon, c'est ça. Puis un roman d'horreur plus récent que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Troupe 52. Ouh, Nick Cutter. Nick Cutter, c'est ça. Je l'ai lu, en 2023, ouais. C'est quand même foutrement bien fait, ça. C'est quand Ouais. même efficace parce que oui, tous les codes de l'horreur sont là, mais il les joue de manière tellement intense. Surtout que c'est 4 enfants qui sont sur une île où ils font faire du scoutisme un peu. Ils Ouais. se retrouvent les 4 enfants tout seuls parce que leur moniteur meurt rapidement. Et ça, c'est pas un punch, là, ça arrive à la page. Ah, c'est tout début. Voilà. Et là, ils vont être infectés par quelque chose. Ça non plus, c'est pas un punch. Et là, au début, tu dis, ah, 4 enfants, oui, bon, mais quand ils ont 12 ans, ils ont 11 ans, fait que, bah, ça sera pas trop méchant, ça sera pas trop gore, ça va être sentimental, c'est des enfants après tout. Et là là, non, non, oh non, ça va loin, là. C'est Ouais, un ouais. cauchemar, là. Ils vont vivre le pire cauchemar de leur vie, ces enfants-là, là. C'est terrible, là. Et parce que c'est des enfants, ça devient pire, justement. Ça devient encore plus insoutenable. C'est très, 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 très habile. C'est très bien fait. C'est pas révolutionnaire, mais c'est un page-turner très efficace et qui explore la psychologie des enfants avec beaucoup de crédibilité. Beaucoup de crédibilité. On y croit. C'est souvent l'histoire d'horreur avec des enfants, c'est que les enfants sont trop intelligents. Sont Mmh. trop, à un moment donné, sont trop débrouillards, sont trop courageux, sont trop. Non, 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 non. Ce sont des enfants, ils restent au niveau de l'enfance, sauf quand ils se mettent à être contaminés, là, il se passe d'autres choses. Mais tant qu'ils sont des enfants normaux, ils restent des enfants normaux, ils réagissent en enfants normaux. Et ça rend ça encore plus terrible et encore plus crédible. Ça, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, bah, écoute, pareil, c'était un de mes coups de cœur Ouais, en 2023, effectivement, oui, c'est assez terrible. La psychologie des personnages, moi, je l'ai trouvé, bah, juste et quand on dit, oui, qu'effectivement, il se passe des trucs, moi, je consomme des films d'horreur enfin, vraiment à l'année, en quantité assez énorme, mais je peux regarder à peu près maintenant n'importe quoi. Au bout d'un moment, ça t'insensibilise un petit ouais, peu, tu vois? ouais. Là, il y a des moments où j'étais là, je lisais le livre, j'étais obligé de fermer le livre, Ah oui. je soufflais, je me disais: «Attends, attends, attends, attends». Tu sais, j'étais obligé de fermer le livre, je me disais: «Attends, bon, là, il faut que je respire». Oui, et pas Ah, juste parce que c'est gore, parce que si non, c'était non, non. ça, c'est parce que c'est psychologiquement dur aussi. C'est tout ça, c'est Oui, le ouais. gore et le psychologique en même temps qui fait que c'est Les relations entre les personnages, c'est exact. Non, non. Puis faire un film là-dessus, ça serait pas évident parce que faudrait trouver des enfants qui sont capables de jouer ça, qui sont capables de livrer cette horreur-là. Est-ce qu'un mmh, réalisateur oserait aller aussi loin avec des enfants? Ça non plus, c'est pas gagné. C'est une histoire d'horreur qui fonctionne vraiment en livre, qui fonctionne vraiment, vraiment en livre. Je sais pas ce que ça donnerait en film. Je dis pas que c'est impossible, mais ça serait pas gagné. non, c'est clair, c'est clair et là, j'ai vu que Nick Cutter ressortait, un nouveau livre, là, je crois que c'est au mois de mars. Ah oui? Voilà. Ouais, Ben, surveiller, hein. je vais surveiller ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, sortie des livres, est-ce que tu aurais des films à voir absolument alors? Ben écoute, là, il y a les classiques évidemment dans le genre. Pour moi, il y en a qui se foutent de ma gueule un peu en disant ben reviens-en là, de ce film-là, mais non, moi je trouve que c'est encore un modèle. Moi, L'Exorciste, pour moi, c'est encore un immense film. Je trouve que c'est une leçon de cinéma parce que autant c'est un film excessif parce qu'on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues au cinéma dans le temps, autant que c'est un film aussi très très sobre dans le sens que c'est toujours bien un film qui se passe juste dans une chambre à coucher, là. Tu comprends? Je veux dire, Mmh, on est tout le long dans une chambre à coucher avec une petite fille possédée par le diable. Jamais elle se sauve en ville ou elle se met à faire des. Tu sais, ça reste dans une chambre à coucher autour d'un lit. C'est quand même assez modeste comme projet. Mais là, bon, il se passe des choses terribles dans cette chambre à coucher-là, évidemment. Mais c'est pas un film flamboyant dans sa réalisation. C'est un film flamboyant dans son audace, mais dans ses détails de réalisation. Le montage, c'est un montage hallucinant. Et le son, le son. Il ne faut pas voir ce film. Bon, là, je m'adresse essentiellement à un public européen, français. Si vous avez vu ce film-là uniquement en français, vous n'avez pas vu L'Exorciste. Vous n'avez pas vu L'Exorciste. je confirme. Le son est trop important. La voix qu'ils ont donnée à Reagan, là, qui parle comme ça, comme tous les films d'horreur de petits. Mmh, La voix qu'ils ont donnée en anglais, c'est une voix qu'ils ont faite, je pense, 50 auditions. Ils ont trouvé une femme, une ancienne actrice qui était rendue vieille à cause du tabac. Ils ont fait parler comme ça. Ils ont transformé sa voix après à travers des films. C'est tellement travaillé qu'évidemment que la bande française, ils n'ont pas le temps et l'argent pour faire une bande son aussi travaillée. C'est normal. bien Ils ont sûr. demandé à un acteur de doubler en parlant comme ça, tu sais, mais c'est pas pareil. Et quand elle parle à l'envers, quand elle prend d'autres voix, elle prend des voix britanniques, bon, tout ça doit être écouté en anglais, avec les sous-titres s'il faut, mais on n'a pas vu L'Exorciste tant qu'on ne l'a pas vu en anglais. Et l'horreur, ça arrive souvent, ça. Il y a beaucoup de films d'horreur comme ça qu'il faut voir dans la version originale. The Witch, c'est la même chose, qui est sorti il y a une couple d'années. Je l'avais vu en français au début parce qu'on m'avait dit que l'accent britannique, en plus, a un accent non seulement britannique, mais très 17e siècle, 18e siècle. Bien sûr. Oh mon Dieu, ça va être terrible à entendre. Alors, j'ai été le voir en français, bien mal m'en pris parce que j'ai fait, voyons, il y a des scènes que je trouve un peu ridicules. Pourquoi? Ben, c'était à cause du doublage. Et là, j'ai vu en anglais après avec sous-titres et j'ai fait, ah ben non, là, c'est un autre film, là. C'est un autre film. L'horreur, les bons films d'horreur, le son, c'est très important. C'est très, très, très important. Fait que, bon, ça, The Witch en est un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé aussi Hereditary. Mieux que Midsommar, son deuxième film. À un moment donné, dans le film, tu peux plus y croire. C'est juste que ça marche, ça fonctionne plus. Tu peux plus. Quand les deux personnes se suicident et que tout le monde reste là Ouais, après, tu fais, ben, en tout cas, moi, j'ai fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas rester là. Allez-vous-en, allez-vous-en. Mais je suis bon, d'accord c'est avec quand toi. même très bien réalisé. Mais Hereditary, ça, c'est assez très déroutant. J'aime ça, l'horreur qui me déroute. J'aime ça écouter un film d'horreur que je suis dérouté, que je fais, mon Dieu, vous m'emmenez ailleurs complètement. Ce qui est de plus en plus rare dans l'horreur. Vous m'emmenez ailleurs. Sinon, bon, les petits films d'horreur pour ados qui sortent à toutes les semaines, en général, c'est pas très bon, mais de temps en temps, ils en font un pas si pire. Puis ils en ont fait un dernièrement.
Je sais pas comment vous avez traduit ça en Europe, qui s'appelle Talk to Me. Ah ouais, la main en français, La ouais. main? Bon, ben oui, évidemment, c'est pas fou, hein. Facile. C'est une main, effectivement, en plâtre, je sais pas quoi. C'est pas un grand film, loin de là, mais pour un petit film de semaine, le soir, tu veux pas te casser la tête, j'ai fait, crème, c'est assez bien foutu, ça. L'histoire, c'est pas trop con. La finale est réussie. La réalisation est bonne. Il y a des scènes assez terrifiantes. Ça passera pas à l'histoire. On s'en rappellera plus dans 6 mois, mais j'ai été satisfait là, pour ma soirée popcorn. Là, j'ai fait Why Not? Un peu comme le film Don't Breed. Tu sais, Oui, avec c'est l'aveugle. l'aveugle là, qui reste dans une maison, puis on va le voler, puis faut pas. Je mets ça un peu dans cette famille-là. Des films qui ont l'air de rien, qui sont des films à petit budget, qui sont faits un peu en industrie. Fait que tu vas voir ça, tu t'attends absolument à rien, et tu fais ah ben regardons, je me suis pas ennuyé. Puis j'ai jamais dit dans ces deux films-là, il y a jamais un moment que j'ai fait ah merde, c'est tellement con. Mon Dieu que c'est con. Mon Dieu que c'est imbécile. Vous me prenez vraiment pour un imbécile, là. Ou de quel cliché, quel cliché, quel. Tu sais, je me suis pas vraiment dit ça dans aucun de ces deux films-là. Voilà, j'ai fait OK, why not? Ça fonctionne. Mais bon, c'est pas aussi. Je trouve que c'est pas des films aussi riches que ceux que j'ai nommés au début. Mais quand même, moi, de temps en temps, ces petits films-là, qu'on me prend pas trop pour un crétin, je veux pas me faire prendre pour un imbécile. Moi, c'est ça que je veux pas dans un film. Je veux pas qu'on me prenne pour un imbécile. Même si c'est un film d'horreur, prends-moi pas pour quelqu'un qui est pas intelligent et qui comprend pas que je suis en train de me faire bourrer, là, que je suis en train de me faire raconter n'importe quoi. Donne-moi un peu de crédit, là. Donne-moi un peu de crédit. C'est ça que je veux sentir dans les films. Fait qu'il y a ça. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a The Lighthouse. As-tu vu ça, The Lighthouse? Ah non, je l'ai pas vu celui-là. Ça, c'est bizarre. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas avec toi que la discussion qu'on a eue, là, que tu pensais, que tu rappelais tout à l'heure, on était devant l'hôtel. Je me rappelle très bien de cette longue et très, très, très intéressante discussion. C'est pas toi, peut-être je mélange, j'ai rencontré tellement de gens, mais c'est pas toi qui disais que t'étais pas trop fan de ces films artsy-là, un peu, que parfois ils veulent tellement être artsy qu'ils oublient de faire du cinéma d'horreur. C'est toi qui me disais ça ou je suis. C'est complètement possible parce qu'effectivement, tu as toute une vague de films comme ça un petit peu qui, c'est pas qu'ils prennent l'horreur comme prétexte, mais tu vois, tu as certains films effectivement où tu sens que c'est un film d'auteur et que, histoire de paraître un petit peu, subversif, Oui. heu, ils vont aller dans le genre. Alors que le genre les intéresse pas au départ. On sent que le genre les intéresse pas tant que ça. Et c'est ça, le problème en fait, c'est ça, c'est que tu sens qu'à la base, c'est pas leur truc. Ouais, c'est vrai qu'il y a des films comme ça, puis c'est ça. C'est pas parce que t'es arty que t'es nécessairement bon. Tu sais, on veut voir, on sent que le réalisateur veut faire plus son effet que de raconter une bonne histoire d'horreur. Puis c'est vrai que le risque du cinéma plus arty en ce moment, c'est ça. J'ai l'impression que Midsommar est tombé un peu dans ce piège-là, moi personnellement. T'as beaucoup de gens qui en parlent, enfin, comme un film, génial. Moi, personnellement, j'adhère pas, mais Ben, moi non plus, c'est ça. après, Exact. voilà. Exactement, exactement. Mais j'ai retenu que tu m'avais, proposé, Le Théâtre de sang De Vincent Price? avec Vincent Price. Voilà, tu m'avais dit que celui-là, donc je l'ai sur ma liste. C'est très drôle. Évidemment, il faut le regarder avec un regard années 70. Vincent Price s'amuse là-dedans. Il cabotine, mais il cabotine avec beaucoup de plaisir et à notre plus grand plaisir aussi. C'est un bel hommage au film d'horreur, justement, avec plein de morts qui meurent de façon originale et plus sanglantes les unes que les autres. Oh, oui, c'est très rigolo comme film. Je pense, si tu le regardes d'un œil amusé, je pense que ça fonctionne très bien. Il y a même une scène où il fait un gay, Vincent Price, qui était déjà un acteur assez efféminé, hein, assez précieux. On a su d'ailleurs des années plus tard qu'il était bisexuel, qui était même peut-être carrément plus homosexuel qu'hétéro. Il fait une scène où il caricature un gay, mais il y a tellement de plaisir à le faire, c'est tellement drôle qu'aujourd'hui, tu le regardes avec une espèce de regard presque d'autodérision. Mmh. C'est presque s'il faisait un coming out avec un clin d'œil. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle. En tout cas, oui, bon, évidemment, aujourd'hui, cette scène-là passerait moins bien parce que on dirait qu'on rit des homosexuels et je pense que c'est une erreur de le prendre comme ça. Je pense que le film s'amuse avec ça, justement. Je pense pas que c'était ça l'intention. Mais c'est un film de cabotin qui parle du monde du théâtre et qui parle d'un comédien cabotin qui se fait critiquer par les critiques. Alors, tout le film a ce ton cabotin-là qui fonctionne très bien. En tout cas, bref, Mmh. on en reparlera. C'est très rigolo. Ça marche.
Est-ce que tu as des nouvelles adaptations du coup de tes œuvres, qui sont prévues? C'est des projets, mais il y a rien de définitif encore. Il y a, je sais qu'il y a des projets pour depuis longtemps sur Hell.com, mais c'est difficile, hein. On est au Québec, comme je te disais. C'est pas facile à convaincre. Les gens trouvent ça tellement violent, tellement dark. Là, il y a une pièce sur Alice qui va se faire, sur mon livre Alice. Ça, j'en reviens pas. Je vais aller voir la générale samedi. J'ai rien vu encore, j'ai aucune idée comment ça va se faire. Il y avait eu une tentative de pièce en Europe d'Alice, justement, qui avait été faite. J'étais même allé à la première. Puis c'était pas au point. C'était plein il y avait plein de bonnes pistes là-dedans, mais c'était pas tout à fait assez audacieux. Ça allait pas assez loin. Puis on en avait parlé, moi, puis la metteur en scène, qui était très sympathique d'ailleurs. Puis elle m'avait dit, oui, t'as raison, faudrait peut-être rendre ça un peu plus audacieux. Bon, puis je n'ai plus jamais entendu parler. Fait que j'imagine que ça a tombé à l'eau, puis je peux comprendre pourquoi, parce que c'est pas facile de convaincre, trouver des subventions pour faire des pièces de théâtre très, très subversives. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait au Québec avec ça. Je le vois samedi. Je m'attends, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Sinon, mon roman qui sort bientôt, mais adaptation, rien que je peux confirmer encore avec certitude. Non. Alors on va reparler justement un petit peu de ton prochain roman. C'est quoi tes ambitions pour l'avenir? Je te disais tantôt que j'ai pas beaucoup de projets d'avenir, que je me projette pas beaucoup dans l'avenir. Écoute, la seule ambition réelle que j'aurais, que je pourrais te dire, ça, j'aimerais vraiment ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est réaliser un long métrage. Ça, j'aimerais ça. Mais je dis ça, puis en même temps, je fais pas grand-chose pour mettre ça en branle, fait que je me dis, bon, je suis un peu paresseux. Je sais que ça a l'air contradictoire de dire ça avec tout ce que j'ai dit avant, mais je- quand j'écris, ça va, mais en dehors de l'écriture, je suis pas quelqu'un qui va foncer vers des projets, je suis pas comme ça. Le temps de libre que j'ai, j'aime ça le prendre justement pour rien faire, rien faire, c'est-à-dire lire, jouer à des jeux. Je suis un Mmh. maniaque de board game, moi. Bon, je suis pas quelqu'un qui travaille 16 heures par jour. Non, je suis pas fait comme ça. Fait que réaliser un film, j'aimerais ça, mais encore faudrait-il que je fasse l'effort. Sinon, continuer à écrire un roman comme ça à tous les 18 mois, ça me plaît. Moi, je voudrais bien garder ce rythme-là. Évidemment, je dirais pas non à avoir de plus en plus de lecteurs en Europe. Pourquoi pas? Moi, quand on m'invite dans des festivals, des salons, j'y vais. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a tellement d'auteurs en Europe. Il y en a bien plus qu'ici. Alors, imagine, c'est pas évident. Non, je suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup dans le futur. Je trouve que j'ai une vie très satisfaisante en ce moment. Puis si ça demeure comme ça, moi, être bien content. Je suis pas quelqu'un de très ambitieux. Le succès que j'ai au Québec en ce moment, il est déjà extrêmement nourrissant. Je suis déjà très choyé. J'aspire pas à devenir une vedette mondiale. Si je le deviens, je dirais pas non. Je suis pas idiot, là. Je veux dire, si je me mets à faire des best-sellers en Europe, je vais être bien content. Mais je vais pas mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Je vais pas, Mmh. tu comprends? Je suis pas, Ouais. je suis bien chez nous avec mes amis, aller prendre un verre le soir, écouter la télévision avec ma blonde, jouer à des jeux, pas avoir trop de travailler 10 heures par jour. Là, oh, non, je serais malheureux de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Je suis chanceux en ce moment, tout va bien. Alors, je, c'est pas très, hein, c'est pas très ambitieux ce que je dis là, mais Mais c'est après, tu sais, à chaque fois que je demande effectivement les ambitions pour l'avenir, moi, tu pourrais me dire, bah, juste, que ça continue comme ça ou juste, bah, d'être bien dans ma vie ou, pour moi, c'est déjà des ambitions, hein. Il y a pas de tu vois? bon, c'est quand même l'essentiel, non? Je veux dire, rester avec ma blonde que j'aime encore, mes enfants, ça va bien. Je- oui, voilà, si je garde tout ça, la santé, la base, quoi. Puis Ouais. en plus, j'ai du succès au Québec. Alors, je serais bien ingrat de dire, ouais, mais non, j'ai beaucoup d'insatisfaction. Hey, ta gueule, si, je suis un des auteurs qui vend le plus ici au Québec. Je suis chanceux, là. Puis je dis le mot chanceux, hein, parce que bon, j'espère que j'ai un peu de talent, oui, mais j'ai aussi beaucoup de chance parce qu'il y a plein d'autres auteurs qui ont autant de talent que moi et qui vendent pas autant que moi, là. Fait que je suis chanceux, là. Faut pas, je peux pas cracher là-dessus, là. Pas du tout. Ça marche. Alors tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, là, on va parler de ton actualité. Donc là, tu as un nouveau roman du coup qui va sortir? Oui, Civilisé, ça s'appelle.
qui va sortir au mois de mars, fin mars, et je pense qu'ils vont le sortir en même temps au Québec et en France chez Ramsey, mon éditeur français. OK. Et la première sortie, deuxième ou première, simultanée, là. Donc, ça devrait être disponible aussi en France à la fin mars. C'est une histoire, c'est ça, il y a de l'humour là-dedans aussi. Là. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, là, de l'humour sarcastique. Là. C'est 12 personnes qui participent à une expérience supervisée par des psychologues, une expérience sérieuse, encadrée, tout ça, où les gens doivent apprendre à vivre ensemble dans une fausse situation. Si telle situation arrivait, que vous deviez vous retrouver ensemble, que vous deviez faire des choix entre vous, qui serait choisi, qui serait pas choisi. Bon. Alors, ils se retrouvent dans une expérience comme ça sur un bateau, sur un yacht, puis on simule que le yacht va couler. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bon. Sauf que, et là, c'est pas le cliché que les scientifiques, finalement, c'est des fous, puis ça va devenir une vraie expérience de meurtre. C'est en fait, c'est un des participants qui va prendre l'expérience un peu trop au sérieux et qui va faire déraper ça de façon assez spectaculaire. Mais tout ça avec de l'humour, comme je dis, mais de l'humour noir, très noir, là, pour observer notre société, là, tous les excès, là, justement, je trouve qu'en ce moment, on ne peut plus rire de personne. Alors, je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas qu'il faut ne pas rire d'un type de personne, c'est qu'on peut rire de tout le monde. Et je pense que si on rit de tout le monde, il n'y a pas de problème. Et si ce tout le monde-là a de l'humanité aussi, puis que c'est pas juste de rire des gens par méchanceté, racisme ou pour les exclure, moi, je pense qu'on peut rire de tout le monde. Fait que, il y a des gens qui vont dire que je ris des woke et tout ça, mais je vais leur répliquer, ouais, mais je ris des gars de mon âge en tabarnouche aussi, là. Je veux dire, les gens de mon âge, en ce moment-là, je suis pas très tendre avec eux, là. Je suis pas très tendre avec personne. Mais au bout du compte, tout le monde a son humanité là-dedans. C'est ça que je voulais montrer aussi. Alors, c'est un thriller. Il y a de l'humour, comme je dis, mais ça demeure un thriller avec des morts et tout ça. Puis avec, je pense, un punch pas pire à la fin. C'est un roman plus lent que mes autres romans, dans le sens que je prends le temps d'installer toutes ces personnes-là qui vont vivre ensemble pendant une semaine. Je les présente, j'explique beaucoup leur interaction au début, tout ça. Tu sais, l'aspect thriller, l'aspect suspense, l'aspect un peu horreur arrive après 75-80 pages. Là. Avant ça, il n'y a pas beaucoup d'indices de ça. Ben, en tant que narrateur, je donne des indices, parce que je m'adresse au public, comme je disais. Là. Fait que là, je donne des indices. Mais l'histoire, au début, peut avoir l'air d'une histoire comédie légère de gens qui se rencontrent pendant une croisière. Et là, ça va virer à un moment donné. Mais ce début-là est essentiel pour le reste. Fait que c'est moins un page-turner comme les autres romans, mais c'est plus une ambiance humoristique et malsaine, je pense qu'il faut prendre le temps d'absorber. Bon, en tout cas, de ce que tu en dis, là, personnellement, ça me donne envie de le découvrir, hein, tu Bon, vois? tant mieux. J'ai fait un bon pitch. Voilà, exactement. Alors avec tout ça, où est-ce qu'on peut, te retrouver? Ben écoute, oui, ben j'ai une page. Je suis pas très médias sociaux, je vous préviens tout de suite. J'y vais de temps en temps, mais il faudrait que j'y aille plus souvent. D'ailleurs, il faudrait que j'aille mettre un extrait de mon prochain roman là, sur ma page Facebook. Alors, j'ai une page Facebook, Patrick Sénécal, auteur, je crois que ça s'appelle, parce qu'il y a mon pagebook personnel, là, ça, c'est mes amis, là. Il y a pas de, c'est pas là que mes lecteurs, si vous voulez me suivre, ça va être plus sur ma page d'auteur. Ça s'appelle Patrick Sénécal officiel. Voilà. Ça, c'est ma page Facebook. J'ai aussi j'ai une page sur le net, là, Patrick Sénécal aussi, là, un site Internet. Ça, c'est moins populaire qu'avant, mais il y a quand même une sorte de trucs là, qui sont quand même assez complets par rapport à tout ce que j'ai fait. Et depuis peu, je suis sur Instagram, mais ça, je suis vraiment pas beaucoup actif, là. C'est vraiment pas... il n'y a pas grand-chose là, mais de temps en temps, j'essaie d'y aller. Ma fille qui s'occupe un peu de mes médias sociaux m'oblige des fois à dire là, papa, va faire quelque chose. Mais là, les salons du livre vont recommencer, fait que je devrais aller mettre des photos, des trucs comme ça. La couverture de mon livre, là, je vais aller mettre je vais aller la mettre dessus, là. Ça pourrait être cool, ça. D'ailleurs, je pense que ma fille l'a déjà fait. Très belle page couverture, d'ailleurs. Ma prochaine, là, je suis très, très, très content. J'ai vu Horreur Québec qui a partagé effectivement La tête de la poisson, là. couverture. Ouais, la tête de poisson, Ah exactement. oui, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette couverture-là. C'est Jake, encore une fois, Jake Dion qui l'a faite. Puis je trouve que ça donne l'ambiance du livre, cette espèce d'humour noir, justement, d'une belle table bien propre, bien bourgeoise, avec une grosse tête de poisson coupée, laide dans l'assiette. Je
trouve qu'il y a un humour noir là-dedans qui va assez bien avec le ton du roman. Voilà. Ça, c'est l'actualité. C'est ce que je prépare. J'ai aussi d'autres projets. Là. Je vais préparer un autre balado, là, que j'en ai déjà fait 2 sur audio. Audio, qui est à Radio-Canada, qui est la section pour les audios, les balados. 2 fictions, une que j'ai écrite, une que j'ai supervisée. Ça, c'est sur le site de Radio-Canada. C'est assez facile à trouver. Alors, j'ai écouté. Alors, j'ai pas réussi à trouver tous les épisodes, mais j'ai écouté Echo. Echo, ça, c'est celui que j'ai écrit il y a quelques années, c'est ça. Et alors, j'ai trouvé ça top parce que, en plus, c'est en audio 3D. Ouais. Donc, pour peu qu'on l'écoute avec un casque, voilà, on a la spatialisation. Tout à fait. Puis quand la voix du schizophrène parle, quand on entend les voix des schizophrènes dans la tête, les effets sonores, Michel, le réalisateur, a fait une job assez extraordinaire là-dessus. C'est très bien fait. Ouais. Fait que là, on en prépare un autre aussi. Je peux pas trop en parler parce que c'est en développement, mais là, ça serait de l'humour noir encore. Tu vois, on dirait que j'explore l'humour noir ces temps-ci. Là. On dirait que j'ai envie d'aller dans ces trucs-là. Et un peu dans ce genre, un petit peu justement, un petit peu satirique, tu avais aussi le autofiction. Oui, ben ça continue. Ça continue. D'ailleurs, là. Ça, c'est sur la plateforme, voyons, comment ça s'appelle? Pavillon. Pavillon.ca. Mm-hmm. C'est une espèce de Patreon où que tu peux t'abonner à différents auteurs. Et moi, toutes les 2 semaines, depuis presque 2 ans maintenant, j'écris un épisode de mon autofiction, mais qui est une complète fausse autofiction où je me fous de ma propre gueule, où les personnages de mes romans reviennent me hanter, réapparaissent dans ma vie. Enfin bref, je m'amuse beaucoup, beaucoup. Et là, il me reste 3 épisodes à écrire, 4 épisodes et c'est terminé. J'ai pensé à la fin. Ça va être fini. Après ça, les gens vont pouvoir se les procurer en package deal là, au complet. Là. Et tu vois, je te disais que je ne peux jamais écrire sans savoir comment ça va se terminer. Mais ça, ce qui m'intéressait de ce projet-là, j'ai dit oui à ça parce que justement, ça m'obligeait à sortir de ma zone de confort. Parce que là, c'était vraiment comme le feuilleton du 19e siècle. Là. C'est-à-dire que j'écrivais des épisodes, j'avais aucune foutre d'idée de où est-ce que je m'en allais. Là. C'était vraiment, vraiment... J'avais une vague idée au début des 5-6 premiers épisodes. Après ça, je le savais. Et là, je sais comment ça va finir. Depuis à peu près 1 mois, je sais comment ça va finir. Avant, je ne savais pas du tout. Et ça, c'était angoissant et excitant à la fois. Alors, évidemment, ça fait une histoire rocambolesque. C'est pas toujours hyper cohérent, mais c'est très drôle. Je pense que l'humour fait que ça part, justement, parce que l'humour fait passer beaucoup de choses. Mais c'est sûr que si je faisais un roman avec tout ça, il faudrait que je repasse par-dessus et que j'arrange certaines cohérences parce que c'est pas toujours... Mais je pense que je m'en suis bien sorti, puis ça, j'ai eu bien du fun à faire ça. Tu vois, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Là, ça achève, puis il est temps que ça achève parce que je commence à manquer de souffle. À toutes les 2 semaines, quand même, c'est... Oui, il faut fournir, ouais. Ouais. On a pris une pause d'une couple de mois cet été, mais bon, quand même. Il y a un format physique qui est prévu de ça ou un recueil? Non, mais je pourrais. Hein. J'ai tous les droits de ça. On me dit que je peux en faire un roman. Peut-être que eux, Pavillon, vont en faire un roman aussi. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Il faudrait que je leur travaille. Évidemment, il y aurait des choses à ajuster. Mais ça serait vraiment un roman pour les fans. Parce que quelqu'un qui ne voilà. pas et qui n'a lu aucun de mes romans a zéro intérêt à lire ça. Parce que c'est vraiment, vraiment, ça fait zéro intérêt. Non, peut-être pas zéro intérêt, mais c'est sûr que mes fans ont beaucoup plus de plaisir parce que je fais plein de références à mes romans, je fais plein de références à mes... ou alors ça peut donner le goût à des gens de lire mes romans, mais il y a plein de punch qu'ils vont savoir avant de les lire. Voilà. C'est un cadeau pour les fans, en fait. C'est un peu ça que j'ai fait avec ça. Ça marche. Alors, écoute, là, on attaque du coup la dernière partie. Donc là, c'est le questionnaire rapid fire. Donc, tu as le choix entre la réponse A ou la réponse B. Alors, normalement, dans l'exercice, on est censé répondre de manière assez concise et rapide. C'est pas ma force d'être concis, mais je vais essayer. Ça tombe très bien parce que, comme je te disais, on est à la maison. Donc, moi, de manière générale, quand on fait ça avec mes invités, on discute toujours et on développe toujours les réponses, en fait. Donc, Ah oui, bon, OK. Parfait. Ok, alors on va commencer avec quelque chose de plutôt simple, plutôt série ou plutôt film. Eh boy, dans l'âme, film, mais dans la pratique depuis quelque temps, série. Et ça c'est un problème que je veux régler. Je trouve que j'écoute moins de films depuis que j'écoute trop de séries. Puis il n'y a plus assez de bonnes séries pour que ça soit excusable, en plus. Je trouve qu'il y a moins de bonnes séries qu'avant. On en fait trop maintenant. Et là, je m'ennuie du cinéma. Alors, je veux retrouver le goût du cinéma. Là. C'est dans mes projets 2024. Voilà. Parce que être capable de faire une bonne histoire en 2 heures, c'est encore formidable d'être capable de faire ça.
tu sais. Puis je veux retrouver ce plaisir-là en 2 heures, 2 heures et demie, d'avoir fermé quelque chose, puis que ça soit bon, clair, précis. C'est quand même formidable d'être capable de faire ça. Ouais, tout à fait. Alors, plutôt Matheson ou King? Ben, King, parce que Matheson, je le connais très, très peu. D'ailleurs, je me suis acheté quelques livres de lui pendant mon passage au festival d'horreur horrifique, Frisson Festival. Au Frisson Festival, ouais, de Reims. J'ai acheté quelques Matheson que je me suggère de lire, là, parce que je pense que j'ai lu 1 ou 2 histoires de lui, ça fait vraiment très longtemps. Fait que plutôt King, même si ça fait longtemps que je ne lis plus King non plus, mais King a été une influence tellement importante dans ma vie d'écrivain que je peux pas nier ça, là. Alors, plutôt roman ou plutôt nouvelle? Roman. Mais pas parce que j'aime pas les nouvelles, parce que ça donne. Si on me propose un bon recueil de nouvelles, je vais le lire, là, sans problème. Puis j'en ai lu des très bonnes. Puis surtout qu'en horreur, puis en fantastique, c'est un format qui est très, très. Qui marche très, très bien, l'horreur, la nouvelle. Mais oui, en général, je lis beaucoup plus de romans, mais je suis toujours ouvert à lire des recueils de nouvelles sans problème. Plutôt In the Mouth of Madness ou L'Exorciste? L'Exorciste. J'aime bien The Mouth of Madness. Je trouve ça plutôt cool comme film. Même que dans mon roman Résonance, il y a carrément des clins d'œil à ce film-là. Certains qui étaient involontaires, que je m'en suis rendu compte après, en plus. Parce que c'est un film plutôt cool, très imaginatif, plein de surprises, qui se prend pas trop au sérieux, ce qui fait que ça fonctionne aussi. Mais non, l'Exorciste, je suis trop admiratif de l'Exorciste. In the Mouth of Madness, je l'ai vu 3 fois, je pense. L'Exorciste, je l'ai vu 15 fois. Puis je vais le revoir encore, là. Alors, voilà. Même si c'est 2 films que j'aime bien, l'autre, je suis très admiratif de l'Exorciste. Plutôt, alors attention, plutôt karaoké ou jeu de société? Ah non, ça, c'est terrible. Ah ben, je sais. C'est ma spécialité. Il y a toujours 1 ou 2 où je coince un peu les invités. T'as ça exprès, bien sûr. Évidemment. Colin. Bon, évidemment, les gens auront compris que j'adore les 2. Les salons du livre, je fais toujours du karaoké. Dans tous les salons du livre, on est une gang de karaokéens, je sais pas comment appeler ça. Alors, attends, voyons ça autrement. Lequel des 2 j'accepterais de ne plus jamais faire de ma vie? De plus faire de karaoké du tout, plus faire de jeux de société? Écoute, je pense que je suis obligé de dire, puis là, Hugo, mon grand chum de karaoké, serait très triste de m'entendre dire ça. Je pense que je suis obligé de dire un peu plus jeux de société. De ne pas jouer à des jeux de société, plus jamais de ma vie, je pense que c'est vraiment inconcevable. Le karaoké, au pire, je chanterais dans ma douche. Bon, tu sais, je serais très triste. Mais les jeux de société, tu vois, ça fait 4 jours que j'ai pas joué, là, puis je suis en manque, là. Je suis vraiment en manque, là. Demain, je vais jouer, là, puis j'ai hâte, là. J'ai vraiment hâte. Le karaoké, si je suis 1 mois sans faire de karaoké, c'est pas grave. Alors, je vais y aller plus par addiction. Lequel que j'ai besoin de ma dose, De ta dose. c'est le jeu de société. Malheureusement. Mais quelle horreur. Quelle horreur que cette question. Ouais, je sais. Je te dis, j'aime bien toujours coincer un petit peu mes invités comme ça. C'est bon. Ouais, bah, et à quand, du coup, avec un tel amour du jeu de société, à quand un jeu de société scénarisé par tes soins? Mais tu vois, ça, on me le demande souvent. On me dit, comme tu es un maniaque de jeux de société, tu devrais en faire des jeux de société d'horreur. Surtout qu'il commence à en avoir de plus en plus des jeux de société d'horreur. Avant, il n'y en avait pas beaucoup, mais là, il y en a des très bons. Mais je refuse parce que ce qui est dur dans le jeu de société, c'est pas de créer l'histoire, c'est pas le narratif. C'est la logique, c'est que le jeu doit fonctionner. C'est-à-dire que les mécanismes doivent fonctionner. Les points, il y a un aspect très mathématique dans les jeux de société. D'ailleurs, les gens, moi je parle de jeux de société stratégiques, là. Je parle pas de Monopoly ou de jeux comme ça, là. Je parle de vrais jeux de société. Moi, ce que j'aime, c'est des jeux complexes, là. C'est des jeux... et d'ailleurs, les concepteurs de ces jeux-là, souvent, c'est des mathématiciens ou des scientifiques, des gens qui font de l'informatique. C'est des cartésiens, là. C'est des gens très, très, très cartésiens. Et parfois, ils sont 2. Des fois, tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'occupe plus du narratif quand il y a un jeu narratif, puis qu'il y a des jeux qui ne sont pas narratifs du tout. Et l'autre, ça s'occupe plus de la logique. Là, peut-être, si je faisais équipe avec un cartésien, moi, je proposerais la thématique du jeu, j'inventerais la thématique, et que quelqu'un avec moi ferait, bon, OK, on va faire les mécaniques avec ça pour que ça fonctionne. Il y aurait peut-être quelque chose à faire. Ou un jeu purement ludique, qui n'est pas trop stratégique. Puis il y en a des cools quand même, des jeux qui ne sont pas trop
casse-tête, puis que c'est juste le fun, puis que le narratif est le fun. Tu sais, peut-être. Il y a un jeu d'horreur que je joue souvent qui s'appelle Arkham Horror, le jeu de cartes. Il est extraordinaire. C'est extraordinaire, tu sais. Puis ça, c'est le genre de jeu que j'aimerais faire. Mais il y a un aspect logique du jeu que moi, je ne serais pas capable de faire. Si un cartésien se mettait avec moi, tout le narratif de Arkham Horror, qui est basé sur le monde de Lovecraft, Lovecraft, ouais. je pourrais créer ça. Tu sais, je serais capable de créer ce narratif-là. Mais il faudrait qu'il y ait, c'est ça. Il faudrait qu'un spécialiste logistique se joigne à moi. Peut-être un autre projet un jour, on ne sait jamais. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Plutôt Vincent Price ou Peter Cushing? Ben, Vincent Price, je pense. J'aime la suavité de Price. J'aime son côté justement précieux quand il joue. On en parlait tantôt. Comment je dirais? Ben, il est tellement théâtral. Je veux dire, sa façon de jouer ne fonctionnerait plus du tout aujourd'hui au cinéma. Tu peux pas jouer comme ça dans le cinéma moderne. Ça marche pas. Mais dans ses films, ça marche. Cette ambiance-là fonctionne. Cushing est beaucoup plus... Cushing, je pense, est un meilleur acteur. Je pense que... c'est un acteur plus naturaliste. Je pense que Cushing est plus naturaliste. Je pense qu'il serait plus capable de s'adapter à un jeu plus naturel. On l'a vu dans des films plus modernes aussi, où il se glissait assez bien. Il joue même dans Star Wars. Hein? Il fait Tout à fait. il n'a pas un gros rôle, mais il s'en tire bien. Il ne le joue pas trop théâtral. Imagine Vincent Price dans Star Wars, ça serait grandiloquent, ça serait... Mais j'aime cette grandiloquence-là. Pour les films qu'il faisait à l'époque, ça fonctionnait. Les films de Corman, de Roger Corman, justement, le Masque de la mort rouge, qui est peut-être son meilleur film à Vincent Price, c'est tellement théâtral. Ça marche. C'est un film grandiloquent, c'est un film plus grand que nature. Fait que oui, j'ai tendance à... Même si j'aime beaucoup l'école de la Hammer, qui Cushing en a fait beaucoup, je pense que j'ai une petite préférence pour Price, ouais. Plutôt VO ou VF? Ah non, VO. Ça c'est clair. J'ai été longtemps à VF, mais c'est pas parce que les traductions sont pas bonnes, c'est parce que j'ai besoin d'entendre les vraies voix. Et ça, c'est même pour les films espagnols, pour les films allemands, pour les films... japonais. Ah oui. Je veux entendre les vraies voix, je veux entendre les intonations, le souffle de la personne. Oui, on en perd un peu quand on lit en bas. Mais en anglais, maintenant, souvent, j'écoute la version originale, même sans sous-titres. Là. Je me débrouille assez bien en anglais. Ça dépend des films. Oppenheimer, j'ai pas osé les voir en anglais. J'ai fait, c'est trop. Mais en général, je peux écouter un film en anglais. Alors oui, clairement, version originale. Alors j'en profite pour passer le bonjour aux copains du podcast Terreur sur le pod, donc Serge et Bruno, qui eux défendent ardemment, et notamment la VF québécoise. Voilà. Ah oui? Ben, je suis content de savoir ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nos films qui sont doublés en France. Ce que je trouve un peu dommage, parce que on entretient justement cette espèce de fossé-là entre nos deux façons de parler. Et comment les Français peuvent s'habituer à notre façon de parler s'ils l'entendent jamais. Puis nous, pourtant, on s'est habitués parce qu'on a vu beaucoup de films français. Hein? À force de voir des films français, on finit par s'habituer à l'accent et aux expressions françaises, à la terminologie. Bon, alors je vois pas pourquoi l'inverse serait pas possible aussi. Là. Mais bon, ça, c'est un grand combat qui n'est pas gagné. Bah, c'est vrai que moi, tu vois, avant de lire, par exemple, des auteurs québécois comme Dave Turcotte-Lafont, ouais. Moi, j'ai écouté d'abord beaucoup de podcasts justement qui parlaient de cinéma d'horreur, et il y en a beaucoup. Hein, que ce soit Horreur 360 sur lesquels tu as été invité d'ailleurs avec Alec. Ouais. Voilà, il y a Cinérum, Ministère de l'horreur, comme je te disais tout à l'heure, Terreur sur le pod. Enfin, il y en a plein. Et c'est vrai que je me suis moi habitué en écoutant ces émissions-là. J'ai appris justement les termes, j'ai appris les expressions, tout ça, et maintenant ça me paraît normal, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'autre moyen, puis c'est pas l'édulcorant que cette habitude-là va se gagner, c'est sûr. Absolument. Non, mais je trouve ça même enrichissant, tu vois. T'apprends, voilà. C'est d'autres termes, j'aime bien. Et enfin, plutôt Metallica ou Iron Maiden? Boy. Metallica, je pense. J'ai été un grand fan de Iron Maiden. La raison pourquoi je dis Metallica, c'est parce que j'y suis encore. Alors que Iron Maiden, à un moment donné, j'ai arrêté. Je trouvais ça moins intéressant. Mais si tu m'avais posé cette question-là en 1984,
en 88, j'aurais été incapable de répondre. Maintenant, je trouve que ils ont duré plus longtemps. Ils durent encore Iron Maiden, mais je trouve ça vraiment moins intéressant ce qu'ils font maintenant. Mais j'écoute du vieux Iron Maiden, puis je trouve ça extraordinaire. Je trouve que ça marche encore à fond la caisse. Metallica, leur dernier disque, pas trop. Ils ont eu un petit creux, mais je trouve qu'ils ont fait un retour extraordinaire avec. Et là, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas ça. Là. Il y en a qui trouvent, ben voyons donc. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Saint Anger. Je trouve qu'ils sont revenus à un style brut, sale, crotté. Il avait de l'air en colère quand ils ont fait ce disque-là. Puis je trouve que c'est ce qui manquait à Metallica dans leur disque d'avant. Tu sais. Ceux qui aiment Metallica juste depuis le Black Album, évidemment qu'ils n'ont pas aimé Saint Anger parce que ça revenait à un Metallica méchant de leur début de carrière. Mais il y a plein de fans de Metallica qui ne connaissent pas l'album Kill 'Em All ou Master of Puppets. Et pourtant, c'est là que ça s'est passé en tabarnouche. C'est les classiques, ouais. Oui. Alors, je dirais Metallica, puis je trouve que les gars sont encore plutôt... ils vieillissent bien là, dans leur heavy metalitude. Même si j'ai beaucoup de sympathie pour j'ai beaucoup de sympathie pour Bruce Dickinson, le chanteur de Iron Maiden. Je le trouve très, très sympathique. Ses entrevues sont vraiment cool. Le gars, il est pilote d'avion. Il y a des études en je sais pas quoi. C'est pas un con, ce gars-là. Là. C'est un gars qui s'est beaucoup... il n'est pas prétentieux pour 5 scènes en plus. Donc, j'ai une grande, grande sympathie pour Iron Maiden. Mais maintenant, je dirais que je suis plus fan de Metallica. En plus, c'est un fan de genre, Mr. Dickinson, parce que là, il est en train de préparer un film qui s'annonce très drôle, où il jouera le chanteur d'un groupe de cover de ABBA. Donc déjà, tu vois déjà le truc. Et donc, il va faire une espèce de battle of the group, of the band, tu vois. Ouais. Et en fait, en plein milieu de ça, il va y avoir d'un coup une apocalypse zombie, tu vois. Et donc voilà, donc il prépare ça, c'est son fils qui scénarise, pour le coup. Et qui réalise? Je sais plus, je me souviens plus. Ah Mais en tout cas, ouais, le pitch était drôle et je trouve ça très drôle qu'il se prête au jeu, effectivement. Oui. Et qui... Bah, tu vois, ça montre, c'est ça. C'est là que tu vois, comme je dis, que c'est un gars qui se prend pas trop au sérieux, qui a beaucoup de dérision, beaucoup d'humour. Ce que tu dis là confirme exactement ça. Ouais. Ça marche. Eh ben, écoute, j'en ai terminé des questions. Dans tous les cas, les auditeurs vont pouvoir retrouver toutes les références qu'on a citées dans l'émission et puis tous les spots où on va pouvoir retrouver ton travail dans les descriptions de l'épisode. Ben, écoute, Patrick, je te remercie énormément d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. C'était vraiment chouette. C'est ça qui est le fun de ces émissions-là, c'est qu'on prend le temps de parler. Il y a pas de... C'est fantastique. Et en plus, en France, où j'ai pas souvent accès, c'est formidable. Merci à toi de cette belle opportunité-là. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, j'en profite pour faire un coucou justement à tous les publics francophones du coup qui nous écoutent, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse et au Québec, évidemment. Ben oui, voilà. Merci. Ça marche. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ben oui, on se reconnaît dans un festival, j'espère. Ben, j'espère bien. Ben oui, OK. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.